Et moi, je suis tellement mal. Mon bébé, il a 3 mois. Je suis dans un moment de fragilité hyper fort de ma vie. Je sais pas me défendre. Franchement, j'aurais besoin qu'on me défende là. Et tu t'effaces. Et en fait, moi, j'avais 30 ans quand je suis partie de France Télé parce que je commençais à être aigrie. Je commençais à plus prendre plaisir à ce que je faisais. J'ai eu la sensation que le brouillard dans ma tête se levait le jour où j'ai dit je pars. Il y a un des trucs dont je suis vraiment fière dans ce podcast, c'est qu'il y a 25% d'hommes qui écoutent. Et pourtant, mon podcast, c'est vraiment un podcast qui parle. C'est énorme, ouais. Oui, c'est énorme. C'est une personne sur 4 est un homme. Je me suis dit, mais comment on a pu faire croire à notre génération, en tout cas, qu'on peut bosser, élever nos enfants et que tout est facile. Non, mais un truc de ouf, en fait. Ouais. Bienvenue sur High Value Entrepreneur, je suis Roger. Les entrepreneurs cool et performants dont tu penses qu'ils n'ont pas besoin d'aide sont ceux que j'accompagne. Ce podcast est produit par l'agence Tête de Tigre, l'agence de podcast audio et vidéo. Bon visionnage et bonne écoute. Salut Clem. Salut Roger. J'ai le droit de t'appeler Clem ? Tout le monde m'appelle Clem. C'est vrai ? Mes parents m'appellent Clémentine quand il y a quelque chose qui va pas. C'est pareil avec ma femme. Quand on utilise le prénom, généralement, c'est que ça il y a un truc. Aussi. Donc, on va rester sur Clem. Et je vais pas te demander de te présenter. C'est pas la philosophie du podcast. Par contre, je vais directement rentrer avec une question rapidement pour un peu dans le deep, pour en savoir rapidement. Et le but du podcast, c'est que les gens aussi te découvrent ou te redécouvrent autrement. Ok ? Ok. Quels sont les éléments de contexte qu'on a besoin de connaître sur toi aujourd'hui pour mieux comprendre qui tu es et ce que tu as réussi à faire dans ta carrière et dans ta vie ? T'as 1 heure ou pas ? J'ai 1h30 minimum. Déjà, c'est un truc marrant qui me vient tout de suite, mais j'ai 35 ans et je les ai eus il y a quelques mois et ça m'a fait bizarre. Donc j'ai l'impression de passer dans une deuxième partie de vie, c'est marrant. Il y en a, ils te disent c'est 40. Moi, 35 ans, j'ai la sensation que ma vie elle va passer à une autre étape dans les prochaines années. J'ai un contexte qui est très important. J'ai 3 enfants de moins de 5 ans et demi. Donc, ça fait beaucoup. C'est un peu du même sexe. 3 petites filles, qui s'appellent Ella, Jasmine et June. C'est un peu la crèche chez moi, faut le dire, parce qu'elles sont toutes petites. Je suis séparée, donc je suis maman solo, donc c'est un autre challenge. Et j'ai plein de facettes dans le taf, c'est que je suis journaliste dans le sport, donc en ce moment même, vous pouvez le voir, j'ai un petit t-shirt de tennis, mais je couvre Roland Garros pour Prime Video, donc j'anime des émissions, et à côté de ça, j'ai un podcast qui est mon taf principal, qui n'a rien à voir, puisque je parle de parentalité. Donc, j'ai vraiment 2 identités séparées, sport et parentalité. De temps en temps, ça se croise, donc c'est sympa. Même, tu vois, sur les plateaux d'émissions, là, j'ai pu parler de connaissances que j'ai acquises via mon podcast pour le sport, sur la psychologie, la neuroscience, donc c'était marrant. Et qu'est-ce qu'il y a comme contexte ? J'habite Bordeaux. Super endroit, j'adore ma vie, en fait. Voilà, mon contexte. Tu dis que tu as 2 parties. Allons sur la première partie de ta vie. Qu'est-ce qui se passe dans la première partie de ta vie ? Est-ce qu'il y a un endroit où tu veux commencer, peut-être plus dans ton enfance ? Ou est-ce qu'il y a un truc qui peut être cool que tu peux nous partager sur cette première partie de vie qui a été importante, je suppose ? Bien sûr, ouais, non. J'ai une petite sœur. J'ai grandi avec mes 2 parents. Après, je pense qu'un des trucs qui me marque le plus dans mon enfance, c'est que j'ai toujours su que je voulais être journaliste en sport. C'est bizarre, hein, parce qu'il y a des gens qui te disent il m'a fallu des années avant de savoir. Moi, j'ai toujours su, mais je pense que c'est très logique. C'est que mon père est journaliste, mais rien à voir. Dans la presse écrite, dans l'enseignement supérieur et la recherche, j'ai absolument jamais rien compris de ce qu'il écrivait, sur quoi il écrivait. Encore aujourd'hui ? Je lis plus trop. Après, là, il a changé un peu de voix. Enfin, il est proche de la retraite, mais c'est très pointu. C'est vraiment un média très spécialisé. Il avait une agence de presse spécialisée là-dedans. Et ma mère, au fur et à mesure de sa carrière, elle s'est retrouvée à travailler pour des grands événements sportifs. Et donc, j'ai toujours quasiment su que je faisais un petit mix de mes parents. Clairement, c'est pas très original. Mais le sport, ça a vraiment toujours été ma passion. J'ai fait de l'athlé pendant longtemps. L'athlé, c'était ma vie, mes copines, mon premier mec. Enfin, vraiment, je passais tous les soirs à l'entraînement, tous les week-ends en compète, toutes les vacances en déplacement. Enfin, les petites vacances, on allait en stage. Donc, c'était vraiment quelque chose qui a construit ma vie hyper fort. Comment tu t'expliques que tu as tout de suite su que c'était ça que tu voulais faire ? Parce que le sport faisait partie de ma vie. Mon père consommait énormément de sport à la télé. Donc, j'ai été bercée par ça. Il regardait quoi ? On regardait tout le temps le tournoi des 5 nations à l'époque. Roland Garros était en fond à la maison. Il y avait le Tour de France. Les Jeux Olympiques, évidemment.
Donc nous, c'était plutôt les très gros événements. Mon père regardait pas le rugby au quotidien, le top 14, enfin le championnat pro à l'époque ou le foot, c'était pas ça. Mais les très très gros événements récurrents, j'étais devant en étant petite. Et juste, j'étais très sportive. J'étais vraiment très sportive, donc j'adorais ça. C'était ultra important. Et je pense que la bascule aussi, elle s'est faite. Je suis partie vivre aux États-Unis, j'avais 17 ans, pour faire une année scolaire au lycée, donc je fais ma terminale. Et alors là, le sport, c'est une autre dimension. C'est-à-dire que si tu fais pas du sport au lycée, tu peux même pas avoir ton diplôme. Donc, t'es obligé. Et tu choisis 3 sports en fonction de la saison. Donc là, ça a été encore plus une dimension. Je me dis, mais le sport, c'est ma vie. T'as vraiment apprécié que ce soit dans le cursus sportif qui est, y a pas potentiellement pas en France, ou en France, c'est juste une activité annexe. Au lycée, je faisais, et au collège et au lycée, je faisais l'UNSS, donc c'est le sport scolaire. Donc c'était déjà, moi, je suis vraiment dans le parcours typique. Je vais en club, je vais en UNSS le mercredi. J'étais championne de France UNSS en athlée par équipe. Voilà, c'est un truc pour moi, c'était trop important. Mais quand j'ai vu la dimension que nous, c'était scolaire, on a été championne de France UNSS, tout le monde s'en tapait quand on est revenu avec nos médailles et tout. Non, mais au lycée, j'étais aux US, des fois, il n'y avait pas école. On prenait tous des bus et on allait regarder, c'était le hockey, le sport phare. Et tout le lycée se barrait pendant la matinée entière, allait encourager l'équipe, c'était les filles qui étaient très fortes. Et on allait soutenir notre équipe féminine, mais c'était un truc de malade, hein. Et le lycée en face aussi. Et là, tu fais, ah ouais, ok. Eux, ils ont vraiment la culture du sport. En mode, c'est valorisant et c'est intelligent. Je pense qu'en France, oui, on a une culture du sport, mais c'est vraiment le truc... Ça change là aujourd'hui, mais c'est vraiment le truc... On a tous ce cliché des sportifs, ils sont bêtes. En fait, non, il faut comprendre que l'intelligence de jeu, c'est une intelligence auquel on n'est pas confronté, on n'a pas l'habitude, mais c'est incroyable ce qu'ils font les sportifs, et les sportives, évidemment. Ça, en plus, c'est... On peut avoir cet esprit un peu critique de ces ils sont bêtes, mais en fait, il y a très peu de gens qui arrivent à arriver à un niveau tel. On va reprendre dans le rugby ou dans tout le sport. On a notre Kylian Mbappé, qui a une intelligence de jeu, une intelligence de gestion de son physique, de ses mots, de sa carrière, la compréhension du contexte. Tu penses que ça, c'est quelque chose qu'on a ou qu'on développe parce que là, aux États-Unis, par exemple, ils ont cette grosse culture-là, donc ils sont très bons au JO, par exemple, aux États-Unis. En France, on est un petit peu moins bon, en espérant que ça se passe mieux, en sachant que c'est chez nous cette année. Tu y seras en plus, je crois. Aux Jeux Olympiques, à la Coupe du Monde de rugby, Coupe du Monde de rugby, mais Jeux Olympiques pour l'instant, non, mais c'est dans 1 an et demi. Après. Bon, déjà, on sait que génétiquement, il y a un bagage. Tu vois, c'est pas pour rien que le fils de Yannick Noah, Joachim Noah, il a été joueur de NBA. Il part déjà avec quelque chose en génétique, l'épigénétique. Après, il faut transformer ça. On sait aussi qu'il y a une étude qui montre que les enfants qui ont vu leur mère faire du sport très jeunes ont beaucoup plus de chances déjà d'avoir une meilleure santé et donc d'aller se diriger vers du sport. Ma mère faisait beaucoup de volley, enfin, elle était très active. Donc, même moi, en tant que mère de petite fille, je sais que j'ai un rôle à jouer. Il y a une part de génétique pour plein de gens, mais après, si t'es pas exposé au sport, si on t'a pas dit... Tu vois, on dit que le foot, c'est le sport populaire. Oui, parce que c'est très facile à jouer. Ouais. Mais ça, aujourd'hui, dans le rugby, par exemple, on va de plus en plus chercher dans les milieux où il y a beaucoup de joueurs issus de l'immigration, parce qu'ils ont des physiques aussi différents, mais parce que surtout, on leur a jamais dit que c'était possible de jouer au rugby. Ouais. Le foot, c'est très cliché. Dans les cités, on va ou dans les banlieues, on va jouer au foot. Ouais, mais aujourd'hui, par exemple, le club de Massy, les clubs de banlieue parisienne, ils vont vraiment faire un très gros travail de recrutement, juste pour leur dire, ça peut être fun le rugby. Peut-être que tu peux faire carrière. On a des joueurs aujourd'hui qui représentent ça aussi en équipe de France, et tant mieux parce que. Tant qu'on n'est pas exposé à quelque chose, on ne peut pas savoir si on aime. Le tennis, ça reste encore un sport élitiste. Yannick Noah, il travaille à fond pour essayer de changer ça, mais c'est pas facile aussi. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ta première partie de vie? Est-ce qu'il y a des éléments que tu veux nous partager, que tu trouves cool? T'étais comment quand t'étais petite fille, en plus de savoir que tu voulais devenir journaliste? Moi, j'ai toujours été une leader, toujours été quelqu'un qui veut faire 1000 trucs, qui est très active, qui est devant en classe. J'étais la relou qui veut lever la main et répondre à toutes les questions. Clairement, j'étais très curieuse, toujours intéressée par les adultes. Je sais que mes parents ils me disaient que je me calais tout le temps à côté des adultes. Je disais rien, et je regardais et j'écoutais. Et ça m'intéressait trop de comprendre le monde adulte et d'essayer de... Je pense qu'une partie de moi a oublié d'être une petite fille des fois. Clairement, mais j'étais fascinée par
par grandir, apprendre. Je pense que si je retiens un truc, c'est que j'ai toujours voulu apprendre et c'est pas pour rien que je suis partie aux États-Unis à 17 ans, c'était mon choix. Depuis que j'avais 14 ans, je tannais mes parents pour ça. Pour moi, ça, c'est l'année qui a changé ma vie, de tout, qui a eu le plus gros impact sur ma vie, c'est d'être partie aux États-Unis. Donc, je suis partie à Minneapolis, dans le Minnesota. Il fait moins 40 l'hiver. Donc, c'était en 2006. Autant te dire que je ne savais même pas où était Minneapolis. Les réseaux sociaux n'existaient pas, donc j'ai dû aller sur Wikipédia. Et quand j'ai vu qu'il faisait moins 40 l'hiver, j'étais ok. Donc, comment je vais faire? Moi, j'habite à Bordeaux. Il fait pas très froid l'hiver. Donc, ça a été... je suis petite fille, j'étais quelqu'un de très curieuse et ça a amené au fait que j'ai voulu aller comprendre ce que c'était les US. Ça vient d'où cette curiosité? C'est un de tes parents? C'est quelque chose que t'as... Non, parce que mon père vient d'une famille assez, même très pauvre. Il a jamais voyagé avant un certain âge. Ma mère voyageait pas mal parce que son père était militaire, mais je sais pas, les États-Unis, j'avais une fascination, je pense comme beaucoup d'enfants qui ont grandi dans les années 90, on a quand même énormément regardé de shows télé américains. Ouais, Beverly Hills, si tu veux. Brenda et Brandon, ils viennent de Minneapolis, ils viennent du Minnesota. En fait, tu les as suivis, tu les cherchais en fait. J'ai compris après ça. Mais les États-Unis, je sais pas, j'avais une fascination mais incroyable. Et par contre, moi, quand je veux quelque chose, je vais pas lâcher l'affaire, en fait. Donc, j'ai vraiment tanné mes parents. Ça coûtait quand même de l'argent de partir une année. Donc, au début, c'était pas possible. C'était pas faisable en seconde, en première. Et en terminale, ils ont pu me l'offrir. Mais enfin, je suis tellement contente qu'ils m'aient offert cette opportunité-là. Qu'est-ce que cette fascination que tu avais pour les États-Unis, une fois là-bas? Elle grandit, elle disparaît, raconte-nous. Ah non, c'était le choc très dur. Et c'est pour ça que je pense que c'est une année qui est très importante dans ma vie parce qu'elle m'a transformée. Déjà, elle m'a appris une chose cette année-là, c'est que d'un coup, quand je suis arrivée aux US, moi, j'avais l'impression d'être comme eux. Un truc très bête, hein. Moi, je suis blanche, j'ai les yeux clairs, je suis blonde, donc je suis quand même l'archétype de la française. Enfin, je n'ai jamais subi de discrimination par ça. Et en arrivant aux US, la plupart du temps, quand je voulais prendre part à une conversation, on me disait non, mais toi, tu peux pas comprendre, t'es européenne. Donc déjà, j'étais pas française. Pour eux, on était tous pareils, là, les Européens. Et on me donnait pas le droit de parler parce que j'étais française. Oh, la frustration que ça m'a nourrie. Et ça m'a fait vraiment réaliser de me dire, ok, moi je ressens 1% de ce que ça s'appelle le racisme en fait. Et Minneapolis, on sait aujourd'hui, c'est quand même une ville très particulière. Il y a eu l'assassinat de George Floyd, donc il y a quelque chose de fort avec Minneapolis par rapport au racisme. Et moi, ça a été aussi une grande prise de conscience, la mort de George Floyd. Mais tu vois, rien qu'à l'époque, c'était en 2006, on parlait pas trop dans ces termes-là des inégalités. Et moi, évidemment, je me positionne pas du tout un truc comme quelqu'un qui en a vécu, mais ça m'a fait bizarre de me retrouver dans cette posture-là de t'es l'outsider et on veut pas te parler parce que t'es étranger. C'est vraiment un sentiment qui m'a perturbée. Et tu me disais, est-ce que ma fascination, elle a grandi? Oui et non, parce que je me suis retrouvée dans un lycée privé américain où j'ai reçu une bourse de $35 000 l'année pour une année de terminale. Donc c'est un lycée privé incroyable. Un lycée par contre progressiste, beaucoup plus démocrate. Le Midwest est très démocrate. Et l'éducation que j'ai reçue était incroyable. Par contre, j'ai très peu d'amis qui me sont restés là-bas, mais je les ai toujours, tu vois, c'est 17 ans après. J'ai compris très vite le concept de les gens qui ont de l'argent depuis très longtemps aux États-Unis et les gens qui viennent juste d'avoir de l'argent. Là-bas, c'est vraiment deux mondes différents. Moi, je viens d'une famille qui est la classe moyenne, mais là-bas, moi, ma famille, ils avaient une maison à $10 millions, on avait un ascenseur, on avait un jacuzzi qui déborde dans la piscine, on avait une salle de sport, enfin, laisse tomber, tu vis dans un truc... Une maison de rêve, quoi, presque. Ah oui, non, mais c'est une maison trop grande, elle fait 1200 mètres carrés, que si tu veux vivre dans 1200 mètres carrés. D'ailleurs, ils l'ont vendu aujourd'hui parce que c'était trop grand, en fait, à entretenir. Mais au bord d'un lac, enfin, le Minnesota, c'est magnifique. C'est l'état des 10 000 lacs, il y a une qualité de vie qui est exceptionnelle. Et je suis tombée par contre dans une famille géniale qui n'était pas du tout centrée sur l'argent. Ils avaient beaucoup d'argent, mais c'était pas on montrait pas ça. Mais au lycée, j'étais confrontée à des ados, 16-17 ans, qui ont $1000 par semaine d'argent de poche, qui roulent en Hummer, ils ont 16 ans. Hein. Oh là là, là tu dis non, il y a un problème avec mes valeurs et en fait ça m'a aussi vachement appris le rapport à l'argent, ça a changé cette année-là avec moi. Mais j'ai pris aussi ce côté américain où tout est possible, où j'ai appris à parler anglais évidemment, mais à parler devant un public pour avoir son diplôme dans mon lycée, mais je crois que dans quasi tous les lycées, t'es obligé de faire un speech devant tout le lycée. Tout le lycée, donc devant 800 personnes, t'invites les parents, t'invites tout le monde.
Et moi, j'étais là, ok, mais moi, je veux le faire le dernier jour de l'année. Et c'était incroyable ce moment. Franchement, ça m'a vraiment marqué. On a un livre à la fin de l'année avec tous les speeches. Il y en a qui ont fait leur coming out, il y en a qui ont parlé de leur cancer, enfin, des problèmes de famille, de drogue. Vraiment, où tu rigoles, tu pleures. C'est des moments très intenses. Et tu travailles toute l'année, tout un semestre en cours de speech. Pour apprendre à délivrer un discours. Et moi, ça, je pense que ça a été fondamental. L'oral, là-bas, est très important. En France, non, on est une nation qui commence tout juste avec le grand oral, ou je vois, il y a des choses comme voilà, ça. On parle de ça et on va les réseaux sociaux, mais l'écrit en France prime. Si tu sais pas bien écrire, on te dégage. Non, mais en fait, aujourd'hui, dans la vie de tous les jours aussi, parler, ça va s'exprimer correctement, poser des mots sur tes émotions. Enfin, il y a plein de choses qui vont avec l'expression orale. Et je pense que c'est pas pour rien que je fais un podcast, mine de rien. Ou que j'ai été journaliste dans le sport, à la télé, parce que parler... Bah moi, ça a été une révélation. J'ai adoré faire ça. J'ai adoré devant un public et parler. Et j'avais eu un discours engagé et je l'ai bossé. Parlé de quoi ? J'ai parlé du droit des femmes. Tu vois, c'était déjà en 2006 et sur les stats, sur le fait qu'il y a encore beaucoup de discrimination, sur pourquoi il y a autant de disparités dans le monde et même encore et surtout aux États-Unis. Et c'est très drôle parce que enfin, avec du recul, je me dis c'est pas drôle, mais je me souviens que juste avant que je fasse ce discours, ça s'était su que mon discours serait très engagé féministe. Et ben, il y avait plein d'ados, hein, ils avaient 15-16 ans, qui étaient là, ouais, on va la boycotter, c'est mort, des mecs, hein, évidemment. On peut pas la laisser parler, dire ce genre de choses. Et moi, j'étais là, mais... Pour moi, dans ma tête, c'était pas possible. Faut comprendre, aux États-Unis, l'avortement, c'est un gros débat. Encore plus en ce moment. Alors, encore plus en ce moment, mais en 2006, ça l'était quand même. Hein, c'est un débat. Le choix de la femme de disposer de son corps. Alors que nous, en France, en tout cas en 2006, pour moi, c'était un truc acquis et il n'y avait pas de débat là-dessus, en fait. Je me posais même pas cette question. Donc, c'était quand même un choc culturel d'arriver aux États-Unis. Tu crois, en venant de ton pays qui vient d'Europe, qu'on a les mêmes... code culturel, mais c'est faux. C'est pas parce qu'on écoute la même musique, qu'on mange McDo ou qu'on regarde des séries comme Beverly Hills qu'on fonctionne pareil. Pas du tout. Il y a plein de choses qui sont fondamentalement différentes aux US. Et quand t'arrives avec des attentes disant ça va être l'Europe mais avec des gros buildings, tu te prends une petite claque quand même. Donc, mais c'était hyper intéressant. Toi là, à ce moment-là, tu pars de ta famille. Ça se passe bien dans ta famille, genre tout est nickel. Tu pars dans une nouvelle famille. Comment toi tu vis ce moment-là? Parce qu'en fait, finalement, autant il y a la culture du pays, mais là tu changes carrément dans ta petite culture dans ta famille. T'as ta maman, t'as ton papa, t'as tes sœurs, c'est ça, sœurs. Alors j'ai une sœur américaine, 2 frères américains, une belle sœur américaine. Ouais, pour moi, c'est vraiment ma famille. Je sais, c'est pour ça que je t'emmène là-dessus, tu sais. Ouais. Donc famille où tout se passe bien, entre guillemets, genre c'est ok. Là, tu vas dans une nouvelle famille. Donc là, pour le coup, c'est aussi un nouveau système de fonctionnement. Comment toi, tu le vis? Non, c'est un choc aussi parce que pourtant, j'avais 17 ans, hein, mais je pense qu'on est tous pareils. Notre famille est notre normalité. Et tu te dis pas que ça peut fonctionner ailleurs, ou alors t'as un peu ce truc, si ça fonctionne ailleurs, différemment, c'est moins bien. Et puis, quand tu vis réellement au quotidien avec d'autres gens, tu te dis, peut-être que c'est pas moins bien, c'est différent, ok. Et moi, il y a eu des moments à me dire, ok, des choses que je trouvais normales dans ma famille, ça peut se passer différemment et en fait c'est mieux. Donc tu ramènes aussi quelque part chez toi un peu de frustration et je pense que c'est pour ça fait partie des obligations quand tu pars, en tout cas avec l'asso avec laquelle je suis partie et dont je fais toujours partie aujourd'hui, qui s'appelle PIE France. Un des prérequis, c'est que tes parents, ta famille biologique ne viennent pas aux US pendant ton année. Parce que y a 2 systèmes de famille différents, parce que faire venir une autre autorité parentale quand t'es ado en plus, ça peut un peu perturber, et aussi parce que le fait que tes parents repartent, ça peut aussi te faire un trop gros manque et difficile. En plus, à l'époque, quand t'es ado, ça coûte très cher d'appeler en France. Donc moi, à l'époque, j'appelle une fois par semaine, on commence à envoyer des mails. Facebook, je l'ai l'année où ça arrive aux US en 2006, donc en France, il n'y a pas. Vraiment, les contacts, ils sont faibles. Mais je crois que c'est mieux. Enfin, moi, je suis contente d'avoir vécu ça parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que tu peux appeler en FaceTime. Les gens qui partent à l'étranger, t'as un contact permanent. Nous, tu partais vraiment un peu... encore mieux que certains qui l'ont fait 35 ans avant. Mais par rapport à ma famille, c'est sûr que ça m'a fait un choc. Et c'est pour ça que je pense que c'est fondamental dans ma vie cette année parce que ça m'a montré qu'on peut être différent de moi, en fait. On peut fonctionner différemment. Et je crois que l'éducation, parfois, on oublie de montrer à nos enfants que, ok, nous, on a un système d'éducation, mais peut-être qu'ailleurs, il y a autre chose. Et j'ai eu une chance inouïe, hein. Je suis tombée dans une famille incroyable parce qu'il faut pas se mentir, aux États-Unis, il y a quand même des gens qui sont
armes, contre l'avortement, sur plein de choses qui, pour moi, sont des valeurs fondamentales. Le Minnesota, c'est pas du tout un État où il y a beaucoup d'armes, il y a très peu de fusillades comparé à d'autres États. Donc j'étais dans un environnement quand même mais génial. Enfin, et j'y retourne tous les ans, j'y retourne tout le temps. Qu'est-ce qu'elle t'a appris, cette famille, que tes parents, entre guillemets, ne t'ont pas appris parce que le contexte était totalement différent? Par exemple, que on peut faire des réunions de famille sans que ce soit pour un moment où ça va pas. Moi, dans ma famille, on faisait des réunions quand ça n'allait pas, mais pas des réunions pour se dire, voilà, on veut discuter de la semaine ou de ce qui va se passer. Donc moi, quand j'arrivais, quand on me disait il y a réunion de famille, c'est comme ça. Ah ouais, pour moi, j'étais en mode, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Surtout qu'il y a la barrière de la langue, donc t'as quand même ça te met une distance où t'as peur de mal avoir compris ou d'avoir dit mal les choses. Enfin voilà, moi en tout cas j'étais dans les peurs et puis je me suis rendu compte qu'en fait pas du tout. Non, en fait dans cette famille ça fonctionne pas de cette manière-là. Justement, on fait des réunions en prévention pour pas qu'il y ait de choses, de conflits qui émergent. On peut parler. Enfin, et c'est vrai que c'était pas comme ça que ça fonctionnait chez moi. Donc ça c'est un des trucs que j'ai gardé. Et quand je suis rentrée, j'ai dit à mes parents, alors par contre ça c'est fini, ça. Et j'avais 18 ans quand je suis revenue, donc j'étais un peu plus je me sentais plus adulte, plus grande et plus droite dans mes bottes, de me dire bon, déjà j'ai fait un truc que vous n'avez pas fait, papa et maman, donc j'ai une expérience en plus et il y a des choses que je voudrais qu'on change à la maison. Et c'était chouette parce qu'ils m'ont écouté, c'était pas facile mais ils m'ont écouté. À ce moment-là, le journalisme, c'est toujours dans ta tête? Oui, mais quelque part, j'ai envie de faire autre chose. J'ai encore envie d'apprendre des langues d'une autre culture. Donc, je sais plus trop ce que je veux faire. Je sais que je veux pas y aller tout de suite dans le journalisme. J'ai envie d'apprendre d'autres choses parce que c'est ce que j'ai compris du système américain. C'est que tu peux faire philo et maths, en fait. T'as le droit d'être fort dans les deux. En France, c'est mort. En France, c'est compliqué. Ouais. Bah non, soit t'es philo, mais tu peux pas être maths en même temps. Et ça m'a marqué dans leur système d'apprentissage qui était pour moi exceptionnel. Franchement, au lycée, t'avais raté un test. Et on avait des heures dédiées. Soit t'allais à la bibliothèque, soit tu pouvais refaire avec ton prof en solo le test. Tu ne pouvais jamais échouer. Parce que là-bas, dans ce lycée qui est un lycée privé, donc il y a aussi des méthodes éducatives différentes. C'est pas le lycée public. Il y a une notion de réussite, mais il y a tout qui est mis en œuvre pour que tu réussisses sans jamais te mettre la honte. Le système français, c'est quand même très basé sur la honte. Ouais, c'est t'as pas réussi, soit t'as réussi, soit t'as pas réussi, quoi. Il y a pas de. Ouais, et tu regardes les prépas. Les prépas, c'est la philosophie, c'est on va te défoncer pour t'apprendre la vie. Non, mais en fait, ça, moi, je suis complètement contre. Aux US, c'est pas du tout la philosophie. On est plutôt dans on va te mettre en valeur. C'est quoi tes forces, tes faiblesses? Viens, on va regarder. Donc moi, évidemment, il y a des fois, je comprenais rien au test parce que c'était en anglais, parce que c'était des matières que je ne maîtrisais pas. Et donc, on refaisait avec la prof ou le prof. Et donc, t'avais 40 minutes. Tranquille, tout seul, et jamais il y avait cette pression de dire t'as pas réussi, quoi. Alors pour moi, en plus, tu vois, par contre, quand je suis arrivée là-bas, ils m'ont dit, bon, j'avais déjà eu le bac. En France, ils m'ont dit, par contre, on te donne $35 000 moi, je n'avais pas compris ça, que de bourse, c'est pas pour que tu fasses rien. Alors, moi, je me suis mis une pression, je faisais 5 heures de devoirs tous les soirs, mais... Parce qu'ils vérifient, ils veulent... Ah ouais, en fait, à l'inverse d'en France, là-bas, ça fonctionne où nous, en France, on a le cours, le prof fait ton cours et après, tu fais les devoirs. Non, là-bas, ils te disent, t'as 10 pages à lire, tu lis les 10 pages, je te donne des exercices et après, on en parle en cours. Ce qui est mieux, en fait. Ce qui est 10 fois mieux. C'est le même principe de la vie, en fait. C'est ultra perturbant parce que toi, t'es là. Mais moi, on m'a toujours dit ce que je devais faire, en fait. On m'a toujours expliqué, l'histoire, c'est ça. C'est comme moi, j'ai le prof, je te la raconte. Et c'est pas autrement. Dis-toi, en classe d'histoire, on faisait des débats pour la Révolution française, où il y avait ceux qui étaient pro-roi et ceux qui étaient contre. Et donc, on devait faire un débat et argumenter pourquoi on était pour la monarchie ou pourquoi on était contre et pourquoi on allait tuer les monarques. Mais jamais on t'a proposé ça en France. C'est ouf. Tu vois? Moi, j'étais comme ça, c'est mon pays. Enfin, dis-toi que moi, j'ai appris des choses sur notre histoire française. On a étudié, j'avais des profs géniaux. Franchement, j'avais des profs exceptionnels. T'imagines, c'était en 2006, on est en 2023. Il y en a à qui je parle encore aujourd'hui. À qui j'envoie des mails encore, enfin, qui vraiment, ils m'ont marqué. Ouais. On a fait un cours sur la guerre en Algérie. Donc moi, ma famille est pied noir du côté de ma mère. Depuis 1830, ils étaient en Algérie, à Sétif, et il y a eu le massacre de Sétif. Je connaissais même pas cette partie de l'histoire. Mon grand-père est militaire. Et donc, les militaires ont massacré une grosse partie de la population à Sétif. La population native, les Algériens. Et moi, j'ai découvert ça là-bas, avec une vidéo. Enfin, tu vois, ça m'émeut, mais...
Et je me souviens avoir appelé ma mère et dire, mais maman, est-ce que papy, il a participé à ça? Est-ce que ça m'avait, et jamais en France on m'avait parlé de ça. Donc ma mère m'a dit non, il n'a pas participé, on n'était pas assez tifs à ce moment-là. Mais tu te dis, mais c'est quoi l'histoire qu'on en raconte en France en fait? Tu vois, juste de t'éloigner, de te décentrer, d'aller ailleurs, tu te dis en fait on te raconte ce qu'on veut finalement, on a tous un prisme. Ouais. Et ça m'avait vraiment marqué. Et ça, c'est aussi, tu vois, le journalisme, c'est ça finalement. Moi, en école de journalisme, on m'a appris que y a une vérité, il y a des faits et il n'y a pas de subjectivité. Mais c'est complètement faux. On est tous subjectifs. On vient tous avec notre prisme, avec notre éducation, avec notre vision de la vie. Et aujourd'hui, je suis hyper perturbée par ce qu'on apprend aux jeunes journalistes, en fait. C'est pas le vrai journalisme, c'est faux. On doit admettre qu'on a un prisme. Sinon, on raconte toujours la même chose. C'est possible de pas avoir de prisme? Mais je pense pas. Ouais. Mais c'est impossible. Aujourd'hui, j'aimerais qu'il y ait des cours de journalisme où on leur dise aux jeunes, maintenant, par contre, comprends qui tu es, d'où tu viens, quels sont tes biais, tes réflexes, qu'est-ce que tu penses, tes croyances. C'est le travail qu'on fait ensemble. Mais en école de journalisme, on le fait pas. Et on nous met dans un moule. Tu m'étonnes qu'après, les gens, ils se disent, ouais, les médias nous mentent, mais parce qu'on est un moule, en fait. Et il y a un vrai problème là-dedans. Donc, tu vois, mon parcours, il m'a fait voir d'autres choses et c'était vraiment important. T'as eu la chance d'avoir deux prismes, en fait, finalement. Est-ce que finalement, le prisme, pour être le plus neutre, c'est d'avoir plusieurs prismes? Oui, et encore, t'imagines que moi, j'ai deux prismes qui sont des pays développés, qui sont riches, majoritairement blancs. Donc, j'imagine même pas si j'avais voulu aller en Asie ou dans d'autres régions du monde où tu changes encore ta vision de la vie. Je suis un peu restée quand même sur des visions assez ethnocentrées. Ouais. Cette année, j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'aller là-dessus, mais il y a tellement de choses derrière cette année sur lesquelles on peut aller qui peuvent être intéressantes. De toute façon, t'en as beaucoup parlé jusqu'à présent de cette partie-là ou pas du tout? De mon année? Ouais. De ce que moi j'ai traversé, oui, moi. Sur la matrescence, il y a plein de choses sur la matrescence. Faites-vous plaisir, allez voir ce qui se passe sur la matrescence. Il y a plein d'informations. Après cette année, qu'est-ce qui se passe pour toi? Parce que là, finalement, est-ce que journalisme, ça redevient un focus pour toi? Moi, je pense que sincèrement, ce que je fais avec mon podcast, c'est du journalisme. Ah, totalement d'accord. Donc, je suis journaliste aussi un petit peu, ça veut dire? Ça, c'est toi qui choisis. Moi, j'ai pris le parti d'interviewer dans mon podcast des experts ou des expertes, des gens qui m'apportent des connaissances. Je fais de temps en temps des gens qui ont eu une expérience, mais c'est vrai que l'angle, c'était je veux comprendre le monde, tu vois. C'est du journalisme. Sauf qu'aujourd'hui, je suis ma propre chef, ma chef d'édition. Enfin, je fais tout toute seule. Donc, ça m'a appris quand même d'autres aspects du journalisme. Donc, moi, j'ai la sensation que j'ai toujours développé le journalisme de manière différente, avec des sujets complètement différents. Donc, plus ta question, c'est est-ce que j'ai envie de revenir dans le journalisme, dans le sport? Allez, partons sur cette question. Oui, tu vois, quand je suis là à Roland-Garros, je trouve ça exceptionnel. Enfin, moi, j'adore. Et d'ailleurs, quand je suis partie de France Télévisions en 2018, il y a eu plein de facteurs qui ont fait que je suis partie, mais aussi un des facteurs, c'est que j'étais tellement mal dans l'environnement de travail dans lequel j'étais que j'appréciais plus du tout être à des grands événements comme ça, alors que je sais que tout le monde rêve d'être à ces trucs-là. Tu rentres quand chez France Télévisions? T'as quel âge? Je rentre en 2011, j'ai 22 ans. Entre 18 et 22 ans, il se passe... Genre, tu fais une école? Non, je fais une licence d'histoire. Je pars en Erasmus à Cadiz, donc j'apprends l'espagnol en Andalousie. Je voulais apprendre encore une autre langue, faire encore une expérience à l'étranger. Et après, je fais un master de journalisme en alternance. Donc c'est pour ça que je rentre en 2011 en même temps que mon master, parce que je le fais ensemble avec donc une alternance à France Télé. Et il y a un moment où j'ai eu la lucidité quand même de me dire, et encore une fois, c'est lié aux US. Je suis allée aux US en juin 2018 et je suis restée 10 jours là-bas. J'ai revu tout le monde, et mes potes, ma famille. Et je me suis dit, en rentrant, je me suis dit, non, c'est bon, je démissionne, je peux plus. Il m'a fallu ça pour me dire, j'y vais, je fais le grand saut. Mais tu vois, j'appréciais plus les événements sportifs. Enfin, moi, je couvrais les tournois à destination. J'allais partout en Europe. Je faisais la Coupe d'Europe de rugby. Je faisais le Roland-Garros. J'allais faire les Jeux Olympiques. Enfin, en fait, je kiffais plus du tout. Et au lieu de m'accrocher et de me dire « Ah non, je m'en fous, je suis à la télé, je veux », j'ai dit « Non, stop, en fait, stop ». Et aujourd'hui, on est en 2023, mais je surkiffe y être. Je suis heureux comme une enfant à me dire « J'ai trop de chance, j'apprécie, c'est trop cool, je suis contente ». Après, je pourrais plus, vu ma config familiale, le faire au quotidien.
Et parce qu'il faut vivre à Paris déjà. Et j'ai pas du tout envie de vivre à Paris. J'ai fait des choix avec lesquels je suis très en phase. Parce que j'adore faire le podcast, ça me fait faire autre chose. Je trouve que pour l'instant, je trouve un bon équilibre. J'aimerais en refaire plus. Parce que pour l'instant, je fais que, tu vois là, je fais que Roland-Garros une fois par an. J'attends juste que Prime Video achète plus de sport autre que du foot parce que ça m'intéresse pas. Prime, si tu nous écoutes. Voilà, c'est ça. Non, mais ça, j'en parle au Big Boss, à Alex Green, qui est le Big Boss de l'Europe. Je lui parle tous les jours. Du fait que je lui dis achète du rugby s'il te plaît. Quand tu rentres chez France 2, France Télévisions, pardon, c'est quoi ton rêve quand tu rentres? Parce que là, ça reste pour toi, en tout cas en France, au niveau du sport, à cette époque-là, c'est quasiment, il n'y a que sur France Télévisions qu'il y a ce type d'event. Je suis pas sûre d'avoir des rêves incroyables parce que avant ça, j'ai travaillé dans des grands événements sportifs. J'ai géré les médias sur les Coupes du Monde de foot, sur Roland-Garros aussi. Donc j'ai vu l'autre côté du métier que j'adore aussi. Donc tu mets en place tout ce qu'il faut pour que les médias travaillent comme il faut dans les jours avant, les semaines avant. Enfin c'est génial, hein. Moi j'adore cet aspect-là de l'organisation de l'événementiel. Donc moi j'ai ces deux trucs-là et je kiffe l'un et l'autre. Donc je me suis dit pas si je fais pas de la télé ou si je fais pas une grande carrière à la télé, c'est nul ma vie. Pas du tout. Et d'ailleurs en école de journalisme, quand je fais l'entretien pour y rentrer, il y a un des profs qui est journaliste qui aime pas du tout mon attitude et qui trouve ça pas normal que je dise pas dans 10 ans je vais être journaliste et faire ci et faire ça. Bon, c'était à l'ancienne, voilà. Moi, j'avais déjà en 2011 cette vision de me dire, je sais pas, dans 5 ans, je peux retourner à travailler à l'étranger, je peux aller aux US, je peux bosser sur... J'avais pas, tu vois... Je m'étais pas focalisée, il faut que je fasse ça et je vais y arriver. C'est un peu venu à chaque fois par hasard. On va pas se mentir, je suis une femme dans ce milieu. Je suis arrivée dans un moment où il y avait beaucoup de discrimination positive, où on voulait féminiser l'antenne, parce que le reste, c'est pas encore le cas. On le veut encore aussi beaucoup. On le veut encore, on est en 2023. Mais donc, je suis quand même rentrée dans cette époque-là. Moi, mon énorme atout à l'époque, c'est que je parle 3 langues couramment. Okay. Et anglais, il y a quasiment personne qui parle anglais comme moi dans ces proportions-là. Tu vois, je peux animer une émission en anglais, j'anime des événements en anglais. Donc, je sais que ça, c'est mon énorme force. Et c'est très drôle parce que j'ai un gros manque de confiance en moi quand j'arrive à la télé sur plein de moments où je suis devant la caméra, je me pétrifie et tout. Par contre, dès qu'il faut que je parle anglais, je suis une autre personne. C'est comme s'il y avait 2 personnes en moi et je le ressens toujours aujourd'hui. Ma partie américaine, elle est extrêmement confiante, elle est développée, elle sait qu'elle sait. Elle sait qu'elle sait mieux que plein de gens. Parce qu'en France, on n'a pas trop cette culture-là de l'anglais. Et par contre, ma partie française, et même, je pars sur autre chose complètement, mais une fois, j'ai dit ça à ma psy, je lui dis, mais j'ai jamais compris pourquoi, quand je me parle à moi d'émotion, je me parle en anglais. Mon langage d'amour ou d'émotion, c'est en anglais, dans ma tête. Je ne sais pas me parler en français. J'ai dû désapprendre et je le fais un peu plus aujourd'hui. Mais comme je lis que en anglais sur le développement personnel, sur la psychologie, tout est en anglais dans ma tête. Et il y a vraiment, je pense, il y a une dualité en moi. Il y a 2 personnes. Tu penses que c'est problématique ? Non, j'adore ça. Mais j'aimerais que la partie confiante, elle prenne plus de pas, tu vois, et qu'elle arrive à se diluer dans la partie française qui parfois a du mal. Je vais aller sur cette thématique-là sans oublier qu'on va rester sur cette partie télévision. Mais pourquoi pas avoir pris le pli d'aller aux États-Unis, de parler anglais totalement ? Quand je suis rentrée des US quand même, j'avais besoin de rentrer en Europe. Je pense que tous les gens qui sont partis aux US, ils peuvent comprendre ça, qu'il y a beaucoup de choses qui sont différentes, mine de rien, des mini-choses, hein, mais qui te pèsent. Oui, la nourriture, par exemple. La nourriture, t'as envie de bien manger, de revenir... Des légumes, quoi, genre pas frits. Ouais, voilà. Alors aujourd'hui, aux US, tu manges franchement bien mieux qu'en 2006, je trouve. Même, tu manges bien plus healthy que tu peux le faire en France parfois. Il y a ils ont un peu vrillé dans une autre partie de la culture. Il y a le fait que quand moi à 18 ans là-bas, t'avais un couvre-feu. Moi à 18 ans, je conduisais, j'allais en boîte. Moi, c'est 21 ans la majorité là-bas. Pour boire, pour sortir. Moi, je buvais pas en plus. Moi, je voulais juste m'amuser, sortir, danser. Tu vois, ça, tu peux pas le faire. Couvre-feu, c'est dingue. Couvre-feu aux US à minuit, dans le Minnesota. Ça dépend des États. Dans le Minnesota, en dessous de 21 ans, à minuit, tu dois être chez toi. Et ça, c'est quand même très, très spé, en fait, quand t'es majeur. Tu vois des trucs où j'allais... j'ai fait des trucs de ouf aux US. J'étais dans des soirées, donc évidemment, tout le monde boit. Hein, ils ont 16 ans, mais ils boivent n'importe comment. Tu te fais dénoncer par les flics parce que, comme tout le monde vient... par les voisins, comme tout le monde vient en voiture, t'as 50 voitures d'un coup dans des baraques. Vous pouvez même pas imaginer les baraques dans lesquelles j'ai été. Et là, t'as quelqu'un qui annonce qu'il était en train de faire ta soirée. Moi, je buvais pas de base à l'époque, mais encore moins parce que je savais que j'étais française et si je me faisais choper, j'étais renvoyée en France. Et là, quelqu'un qui dit « Cops, cops !» Et là, mais comme dans les films,
tout le monde qui court partout. Les jardins américains, ils sont ouverts. Ouais. Tu sais, il n'y a pas de grillage. Et là, je me retrouve avec une autre américaine, il faut que je cours, je prenne mes affaires, que j'aille me cacher dans un buisson. Et je me dis, putain, ils vont me choper, je vais rentrer en France, c'est honte et tout. Bon, ils m'ont jamais eu, mais j'étais là, j'étais comme ça. Putain, mais vous êtes des grands malades, en fait. Enfin, nous, en France, à 16 ans, t'as le droit de boire une bière. Donc, là, tu te dis, c'est un film, hein. C'est vraiment un film. Donc, c'est des petits trucs comme ça qui, quand t'as 18 piges, t'es ado un peu encore, bah, t'as envie de pouvoir sortir, faire la fête et que ce soit pas un problème, tu vois. Que ce soit pas, tu joues pas ta vie pour aller en prison, en fait. Clairement. Hein. Tu reviens en France pour retrouver quoi que t'avais pas aux États-Unis? Non, après, tu vois, j'avais envie de tenter l'expérience Erasmus, d'avoir la vie étudiante. J'aurais aimé repartir sur un cycle universitaire un peu plus tard, mais déjà, c'est très cher, très compliqué de rentrer à la fac américaine quand t'es français. Et je l'ai pas fait. Franchement, je pense que c'est un regret. J'aurais aimé. Je pense que je rentre bien dans le mood pour aller étudier aux US et peut-être que je ferai un jour différemment. Mais ça reste un de mes objectifs, un jour, d'aller vivre une année aux US. Tu vois, c'était quelque chose que j'avais beaucoup parlé avec le père de mes filles. C'était compliqué dans notre config familial, mais ça me reste dans un coin de la tête. Je suis tellement bien aujourd'hui quand je vais à Minneapolis. Et pourtant, je vous jure, c'est pas la ville la plus, tu dis, j'irai vivre, mais c'est une ville géniale, pour le coup. Mais je sais qu'un jour, j'irai. Je sais pas quand, comment, mais un jour. En tout cas, là, c'est enregistré. On pourra en parler. Et j'ai pas dit de temps, dans 20 ans, hein, c'est pas grave. France Télévisions, quand tu y es, comment ça se passe? Là, c'est chaud parce que je reviens, donc on est en 2011, je reviens de mon année Erasmus, je veux pas repartir à la fac et étudier en master, je veux bosser. Donc, je veux m'intégrer dans le monde du travail. Donc, c'est pour ça que je choisis l'alternance. Ce que je conseille à tout le monde en master, c'est vraiment génial. Et c'est possible en journalisme, donc c'est possible dans toutes les branches. Et là, c'est un peu la claque. Déjà, tu vois, en 2011, mais j'ai que 22 ans, donc je me tais, mais tu rentres dans un milieu où 95% d'hommes, blancs, peu de diversité. Moi, je viens pas de ce milieu-là. Moi, mes amis, c'est pas hommes blancs, tu vois. Ouais. Donc, bon, bah, tu fais ce que tout le monde fait. Aujourd'hui, on parle différemment de tout ça, mais en 2011, on n'en parle pas. Bah, tu rentres dans le moule. Donc, tu fais ce qu'on attend de toi, et même si t'es pas en phase avec, tu te sens pas... C'est quoi les choses dont tu te sens pas en phase? En gros, t'as pas la capacité d'être toi-même dans ce milieu-là. Je pense, sincèrement. Même aujourd'hui, en 2023, je pense que c'est encore compliqué. Et c'est pas pour rien qu'il y a eu un documentaire fait par Marie Portolano qui s'appelle « Je suis journaliste, je ne suis pas une salope ». Parce que vraiment, il y a une grosse stigmatisation dans notre milieu qui est très particulier. Si t'es là, c'est parce que... oui, effectivement, moi, j'avais des connexions et j'ai... Pas que j'ai été pistonnée, mais quelque part, pour rentrer dans ce milieu, il y a un moment où tu dois connaître quelqu'un, surtout si t'es une femme. J'en ai profité, c'est vrai. Mais il y a un moment, on a aussi des compétences, on est aussi des êtres humains et avec un cerveau. Et c'est vrai que c'était dur, tu vois, j'ai tout de suite été estampillée, même à 22 ans, la féministe du service, à qui on peut rien dire, tout ça, parce que j'ouvrais ma gueule de temps en temps. Mais franchement, quand je vois ce que je pourrais dire aujourd'hui, j'ouvrais pas beaucoup ma gueule. Mais ça t'a porté préjudice d'agir comme ça? Je le saurais jamais, si tu veux. Mais c'est sûr que j'allais parfois au clash avec des mecs du service avec qui j'avais pas du tout la même vision de la vie. Il y a eu des fois, en conf de rédaction, franchement, c'était hallucinant. Je me souviens vraiment d'une fois, d'une affaire dans le rugby notamment, où on fait des confs de rédaction. Où là, j'étais en CDI, hein, donc c'était plus tard quand j'y suis retournée après 2014. Il y a eu une grosse affaire dans le rugby de viol à Bordeaux. Pas des joueurs de Bordeaux d'ailleurs. Et il se trouve que moi, je connais des gens dans la police à Bordeaux, et donc j'ai tout de suite le son de cloche de la police, de ce qui s'est vraiment passé. Et nous, en conf de rédaction, il y a un journaliste qui vient, qui dit « il y a cette affaire, c'est n'importe quoi, c'est encore des michetots comme dans le foot, elles veulent que de l'argent. » Déjà, tu fais « Ok, merci ». Ce cliché sur les femmes, c'est complexe. Et puis là, on parle d'une affaire de viol. Enfin, on parle de quelque chose, c'est pas drôle, en fait. Et toute la conf, c'est autour de ça, que c'est n'importe quoi, que c'est des joueurs de Grenoble qui sont mis en cause. Et moi, il y a un moment, je prends la parole. On est quelques femmes, parce que je suis une des seules journalistes femmes, mais il y a aussi, pour vous montrer, on doit être 40 personnes, on doit être 3 ou 4 femmes. Moi, journaliste, et d'autres qui sont dans d'autres métiers. Et moi, là, je peux pas me taire, en fait. Et là, je dis, non, en fait, tu sais même pas de quoi tu parles. Moi, j'ai les infos. Déjà, tu sais jamais ce qui s'est passé dans ces histoires-là. Et là, il y a quelqu'un qui dit, ouais, mais en même temps, elle avait qu'à pas monter là-haut dans la chambre aussi. Elle s'attendait à quoi avec 3 rugbymen? En fait, c'est compliqué parce que là, c'est toute une éducation à déconstruire. C'est toute la vision. Ça s'appelle la culture du viol, tu vois. Mais sauf qu'elle est présente partout. Et dans des milieux qui sont que masculins,
c'est compliqué toi, en étant toute seule à essayer de le faire, tu peux pas, en fait. Ouais. Donc, tu sors de là, t'es frustrée. Je m'en suis voulu de me dire, j'ai pas assez dit ça. Tu vois, tu sors de là et avec les autres femmes, on en a parlé juste après. C'est là, ouais, merci déjà juste d'avoir dit quelque chose. Et je suis là, ouais, mais en fait, j'ai pas dit assez. Et ce jour-là, je suis encore énervée, tu vois, de ce moment-là. C'est des petits trucs comme ça, mais je suis désolée, tu te sens pas respectée en tant que femme, en fait. Tu te sens pas protégée, tu te sens pas en sécurité. Ou à un autre moment, en conf de presse, on parle de quelqu'un qui est anorexique et dont on va aller filmer une épreuve sportive. On sait que cette personne-là, elle est anorexique. C'est une maladie mentale qui est très grave, qui est très complexe, qui touche beaucoup de femmes. Et le journaliste homme, il te dit non, mais c'est bon, c'est rien. Elle m'a dit oui, elle mange une pomme, mais c'est pas grave. Non, mais en fait, mec, tu vois, les petites filles, elles vont regarder ça. Ils n'ont pas le recul nécessaire. Et le sport féminin, c'est très particulier quand c'est des hommes qui le couvrent. Bref, il y avait énormément de choses où j'étais mal à l'aise, tu vois. C'était pas ma vision. Moi, j'étais très sportive. Je faisais plein de sports. Le sport, ça faisait partie de ma vie. Mais on me renvoyait toujours, ouais, mais de toute façon, t'es une fille, tu connais pas aussi bien, t'es machin. Et en fait, tu commences à le croire au bout d'un moment. Et t'arrêtes de parler, t'arrêtes d'avoir une voix, une opinion. Et tu t'effaces. Et en fait, moi, j'avais 30 ans quand je suis partie de France Télé parce que je commençais à être aigrie. Je commençais à plus prendre plaisir à ce que je faisais, alors que c'est c'est le job à la base, c'est le job de tes rêves, quoi. Mais de tout le monde. Les gens, ils te disent, c'est ouf, t'as un CDI à la télé, t'es regardé par des millions de personnes, comment tu pars? Bah ouais, mais ça vient par ces petits trucs-là et j'étais plus en phase avec qui je suis. Je suis pas quelqu'un, je suis quelqu'un d'hyper positive, qui a tout le temps des projets, qui a envie de faire plein de choses. Et là-bas, je pouvais pas le faire. Après, aujourd'hui, j'arrive à le dire, c'est un système, c'est pas que de la faute de une ou une personne. Il y a plein de choses qui rentrent en compte là-dedans. Mais c'est complexe d'être une femme là-dedans. Comment on part de France Télévisions? En tout cas, comment toi, t'es partie? Eh ben, je te dis, je suis partie Bon, ça me trottait dans la tête depuis longtemps. Je venais d'avoir mon bébé. Ça se passait très mal avec France Télé parce que il y a eu de la discrimination à mon retour de congé maternité qui est pas normale, que j'ai dénoncé. À l'époque, je le fais pas, mais je me dis, en fait, en partant aux US, dans ma famille, je passe 10 jours en vacances avec ma fille, avec le père de ma fille. Je revois mes potes qui montent des boîtes, qui font plein de trucs. Moi, mes parents américains sont entrepreneurs, donc j'ai toujours eu ce discours avec eux. Tu vois, on était 12 ans plus tard et moi, je leur parle toutes les semaines. Donc, ils ont une vraie influence sur moi. Et on discute de ma situation. Et ils me disent, non, mais Clem, tu peux pas rester, c'est pas possible, en fait. Et je me dis, ouais, vous avez raison, en fait. C'est bon, je connais mes capacités, je vais rebondir, je sais pas ce que je vais faire. Et j'ai vraiment ce truc, Je pars de France Télé, je ne sais pas ce que je vais faire. Et je prends pas le chômage. Donc, je suis vraiment en mode... on saute au-dessus du gouffre et on verra ce qui se passe. Mais je suis bien, je me sens contente. Donc, je rentre des US et je vais dire à mon chef, en fait, je pars. Et là, il me dit, bon, ok. Il y a pas un moment où il essaie de me retenir, de me dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que... Donc, tu vois, ça te conforte dans le truc. C'était pas le bon... Ouais. On n'était pas le bon fit. C'est pas grave. Et on est en juillet, sauf que ça sort tout de suite dans la presse avant que j'ai eu le temps de faire quoi que ce soit. Enfin, je te jure, ce milieu, c'est un truc de malade. Je me réveille le lendemain avec un message, on me dit, quoi, tu pars de France Télé? Je suis là, mais quoi? Je viens juste d'aller annoncer à mon chef la veille, et ça s'est déjà su dans la presse, tu vois, c'est déjà dans l'équipe. Là, je me prends une angoisse. Et là, c'est un été d'angoisse, en fait. Parce que du coup, j'ai pas du tout pu partir, j'ai pas pu discuter de mon départ, il y a tout de suite la pression. Qu'est-ce qui se passe? On te contacte, on veut savoir ouais, mes anciens collègues, oui, bien sûr. Et tu deviens un peu pris entre deux parce que, évidemment, je suis une femme, d'un coup je m'en vais, comment ça se fait? Je viens d'avoir un bébé, donc il y a plein de questions. Moi, j'ai pas encore dit la vérité, je peux pas dire la vérité à ce moment-là. On est en 2018, on parle pas trop de ça, c'est juste après MeToo, mais ça commence. Je me tais, je réponds pas dans la presse, je parle pas de tout ça, mais en coulisses, il y a quand même... moi, je veux un peu me défendre, mais je me sens très mal à l'aise. Je sais pas me défendre. J'ai eu un bébé 9 mois avant, donc j'ai eu une grande fragilité. Moi, je voulais juste partir et que ça s'arrête parce qu'en gros, mon constat, ça a été, en fait, je peux pas les changer. C'est un système, c'est une trop grosse entreprise, c'est un trop gros milieu qui est comme ça depuis trop longtemps. J'abandonne, en fait, c'est mort. Tant pis, c'est pas grave, je vais faire autre chose. Mon but à ce moment-là, parce qu'il y a eu plein de choses dans la presse plus tard, c'est pas du tout de nuire, c'est pas du tout de pointer du doigt. Je veux juste m'en aller, que ça se passe bien, mais je veux quand même m'en aller dans des bonnes conditions. Et ça se passe pas très bien avec les RH. Ça veut dire? Eux, ils sont plus en mode, non, c'est toi qui veux partir, tu démissionnes, c'est de ta faute en fait.
Alors que je leur ai raconté précisément tout ce qui s'est passé. Il y a des mails, il y a des preuves. Et quand il y a, en 2020, quand il y a un audit de fait sur 114 personnes, avec toutes les preuves que j'ai amenées, c'est pas tout à fait ce qui se passe. Les RH, ils se sont pris un petit coup de pression parce qu'ils ont très mal géré mon affaire. Mais c'est quoi ton affaire? Parce que il y a plein de gens. Moi, c'est que je l'ai découvert en te connaissant. Et je ne connaissais pas cette affaire. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui vont. Oui, bah, c'était dans mon milieu, tu la connais cette affaire. Mais en gros, moi, quand je rentre de mon congé maternité de ma première fille en janvier 2018, je suis censée co-présenter Stade 2. Et c'est pas comme ça que ça se passe. Là, on me dit, bah non, tu vas refaire comme avant, les news, en co-présentation. Dans l'imaginaire de tout le monde, on est deux côte à côte et on fait moite-moite, tu vois. Il y a co, donc c'est un partage. Là, non, je suis sur le côté. On me dit, à cause des caméras et des lumières, tu ne peux pas être en co-présentation. Ce que plusieurs réals me disent plus tard, c'est faux, c'est pas vrai. Mais moi, je suis tellement mal. Mon bébé, il a 3 mois. Je suis dans un moment de fragilité hyper fort de ma vie. Je sais pas me défendre. Franchement, j'aurais besoin qu'on me défende là. Mais non, personne me défend. Et tout le monde voit ma souffrance. Je viens au boulot, je pleure. Enfin, je suis vraiment mal. C'est dur. Je me recroqueville. Enfin, il se passe plein de choses qui vont pas. C'est dur, tu vois, franchement, c'est dur. Si vous êtes un patron ou une patronne et que vous avez des employés qui reviennent de congé mat, c'est vraiment une période de transition qui est difficile. Donc, c'est pas le moment de... Tu vois, moi, j'avais plus de bureau, mes affaires, elles étaient on sait pas où, le classique, quand tu reviens d'un congé mat. Mis au placard, quoi, genre presque. Sans... Ouais. Tu vois, c'était vraiment entre deux. Enfin, moi, j'ai vu plein de collègues, elles reviennent au travail, elles ont un bouquet de fleurs, elles ont des cadeaux. Bah, c'est ça, en fait, qu'il faut faire, mec. Je viens de donner vie à un enfant. C'est pas, faut me dire, non, là, t'es plus capable. Et on a profité de ton nom pour se faire de la pub en disant, on met une femme et un homme, une jeune, voilà. Puis en fait, pas du tout, quoi. Non, là, j'ai 30 ans, ça me saoule. Je viens de devenir mère, j'ai plus envie d'avoir ça. Donc, je tiens bon parce que, voilà, c'est compliqué de se barrer comme ça du jour au lendemain, t'as un enfant. Et on me donne, du coup, mes chefs voient que ça se passe mal, donc ils me donnent, mais sans rien faire quand même, hein. Ils me donnent en cadeau la présentation de Tout le sport, parce qu'à ce moment-là, Thomas Touroute, si vous connaissez, part de France Télé. Je pense que lui aussi, il a vu que c'était pas compatible avec son état d'esprit. Et donc, je me retrouve à la présentation de Tout le sport le week-end. Donc là, je suis dans une équipe qui est beaucoup plus sympa, ça se passe mieux, mais... Franchement, je l'ai en travers de la gorge ce qui s'est passé, c'est pas cool, tu vois. Je demande une augmentation, logique, puisque je prends un poste, on me répond quand même, rends-toi utile et on verra plus tard. Enfin, c'est du management, je te jure, c'est quand tu y penses, t'es là, ok. Bon, bah, en fait, dans ma tête, au bout d'un moment, tu fais le chemin et tu dis, bah, je vais aller me rendre utile pour moi, en fait. On gagne bien nos vies, mais pas. On est dans des grilles de salaire à France Télé, donc c'est âge d'expérience. Donc moi, je suis jeune, je n'ai pas une expérience immense, donc croyez pas, on ne gagne pas 15 000 euros le mois, vraiment pas. Donc aussi, c'est facile pour moi à un moment de me dire, je peux partir parce que mon salaire, il n'est pas si énorme et c'est possible que j'y arrive en dehors de la télé à regagner ce salaire-là. Et je peux dire, je gagnais 3 000 euros net par mois. C'est énorme pour la moyenne des Français, bien sûr, mais dans le milieu de la télé, c'est pas non plus fou. J'ai plein de gens dans mon entourage qui gagnent bien mieux leur vie que ça à Paris, dans des gros jobs. Donc je me dis que c'est possible, tu vois, de faire la bascule. Et c'est tous ces petits trucs où je suis pas considérée, on m'écoute pas, j'explique plusieurs fois au chef ce qui se passe. Et bon, voilà, il y a vraiment cet esprit, oui, ok, mais sois contente, t'es là, en fait. Et ben non, en fait, il y a un moment, tu prends une décision. J'ai pris une décision très saine pour moi. Et je suis très fière de l'avoir faite, tu vois, c'était il y a 5 ans, j'ai aucun regret, aucun. J'ai pas aimé comment ça s'est passé ensuite, quand c'est sorti dans la presse, et après ça t'appartient plus, ces histoires-là, et c'est difficile, tu vois. Je pense que c'est la première fois que j'en reparle longuement quelque part dans la presse, parce qu'après t'as plus envie de t'exprimer, parce que tout ce que tu dis est sorti du contexte, c'est mal interprété, et c'est très sensible. C'est compliqué le sexisme et la discrimination, parce que c'est pas tout noir tout blanc. Donc, tu peux pas, en 3 phrases dans une interview, expliquer. Il y a des contextes, il y a plein de choses, époques, interlocuteurs. Et il faudrait... dans le documentaire que Marie Portolano a fait, et je vous encourage vraiment à le regarder, il est toujours libre, enfin, à regarder sur Canal+, s'appelle vraiment je ne suis pas une salope, je suis journaliste. Il est bien fait, son doc. Il explique vraiment notre milieu, comment c'est, tu vois... Je suis fière de moi parce que derrière, j'ai libéré la parole de plein de femmes qui osaient pas parler. Parce que moi, à cette époque, quand je parle dans l'équipe, donc c'est en avril 2020, j'ai pas de contrat, donc je dois rien à personne et je peux parler
Librement, en mon nom. Les autres, il y en a dans cet article qui parlent, mais pas, elles parlent anonymement. Et donc moi, comme je suis la seule à parler librement, t'as été l'image du documentaire. Mais bien sûr. J'étais enceinte, c'était très très dur. Franchement, j'ai pas bien assumé, c'était le Covid, c'était un contexte très particulier. J'étais sous le feu des projecteurs. À cette époque-là, dans le sport, il y a plus de sport. Donc de quoi on parle? De ça. Voilà, je me prends des textos assassins d'anciens collègues, je me prends des coups de pression d'anciens collègues, c'est dur. Hein. Franchement, quand d'un coup, t'es la cible à abattre, dans les médias, ils parlent de moi, ils parlent mal de moi. Moi, j'ai nommé personne dans mon article, tu vois, j'ai encore été ultra soft, mais tu peux pas. Il y a une de mes copines qui bosse dans un autre média, elle m'a dit, mais Clem, t'as mis le pied dans une porte qui est fermée à double tour. Là, ils ont pas aimé, en fait. T'as voulu t'introduire et t'as dénoncé quelque chose. Et c'est vrai, tu vois, le Boys Club, je l'ai dénoncé. Et c'est pas facile de se remettre en question, hein, quelque part. J'entends que pour eux, ça a été vécu extrêmement difficilement. Mais tu sais quoi, j'étais enceinte d'une deuxième fille et je pouvais plus me taire, en fait. Je me disais, non, je peux pas. J'ai 3 filles aujourd'hui. Rien que pour... En fait, je l'ai fait pour elles. Si je suis très honnête, je l'ai fait pour elles. Tu te dis, il est hors de question que j'ai l'opportunité de dénoncer ça et que je la prenne pas. Et que je me taise, ouais. Parce que le journaliste, quand il me pose la question, Clem, est-ce que tu veux parler sur le fait qu'il n'y a jamais eu de MeToo dans le journalisme sportif? C'est Sacha Nokovic de l'équipe. Il m'envoie ce texto la veille, je dors pas de la nuit. Je suis enceinte, hein, je dors pas de la nuit. Dans ma tête, ça tourne. Je me dis, est-ce que je parle pas? Et je le raconte dans le docu. J'ai regardé une série sur Apple TV qui s'appelle The Morning Show avec Reese Witherspoon et Jennifer Aniston. Et c'est tout autour de ce truc-là, du MeToo dans le journalisme. Et cette série, elle est vraiment bien faite parce que justement, elle montre que tout n'est pas blanc et tout noir. Mais à la fin de la première série, les 2 journalistes, elles prennent l'antenne et elles disent face cam, maintenant on va plus se taire et on va parler. Tu vois, dans le docu, quand je raconte, j'ai les larmes aux yeux. Mais parce que ce moment-là, il m'est resté gravé et j'avais déjà eu la culpabilité de me dire, putain, j'ai pas parlé. Et je savais que ça se passait encore mal pour certaines filles après moi. Tu vois, donc j'avais aussi ce truc-là de me dire, merde, j'ai l'impression que je les ai laissés tomber quelque part. Ouais. Je suis partie pour me sauver, mais ça continue. Et donc c'est pour ça que j'ai parlé. Et j'ai dit oui, mais je peux te dire, j'étais toute l'interview au téléphone, j'étais comme ça, je transpirais, j'étais trop mal. Et moi, j'avais pas compris, alors là, j'en sais rien si c'est ma faute, sa faute, bref, c'est pas grave, mais que j'aurais un article à part. Parce qu'il m'avait dit que c'était un article complet, ce qui est le vrai, il y avait un article complet avec plein de filles qui parlaient de manière anonyme. Et moi, je pensais que j'étais dans cet article complet. Sauf que non, moi, j'ai une énorme interview à part avec un énorme titre. T'es la seule à qui on peut mettre un visage. Ouais, sauf que moi, il m'a pas prévenu de ça. Ouais. Donc, le lendemain, je me prends le truc. Et je sais aussi que les journalistes, faut le savoir, les journalistes presse écrite ne choisissent pas les titres. Donc là, le titre, il est horrible. Le titre, c'est quoi? Je crois que le titre, si je me souviens bien, c'est « J'allais tous les jours en pleurant à Stade 2 ». Un truc comme ça. Ce qui est vrai, ouais. Mais tu vois, sorti du truc comme ça, moi, je l'assume. Enfin, c'est pas que je l'assume pas, mais je sais la bombe que ça va être, quoi. Oh, et là, je peux te dire, on est en plein confinement. Je me dis, mais je vais me prendre une rafale. Et il faut vraiment comprendre que quand on est enceinte, on est fragile psychologiquement. Il faut vraiment l'entendre parce que c'est un contexte particulier. Oh, un état de stress. Je pense que mon bébé, ma deuxième fille, elle est ultra hyper vigilante. Je pense que je lui ai donné grosse dose de cortisol enceinte. Franchement, je le sais, hein. Et heureusement, plus tard, il y a 2 enquêtes, une dans Mediapart qui abonde ce que je dis, donc, mais avec des gens d'il y a 20 ans. Enfin, voilà, donc j'avais très peur de ça, qu'on commence à m'enfoncer. J'aurais été la cible facile, tu vois. Mais heureusement, l'enquête de fond, elle montre ça. Et ça déclenche une enquête interne de France Télé sur 114 personnes. Et la conclut. Donc, il y a eu des gens virés, mais pas à cause de moi, en fait, à cause de cette enquête. Ouais. Ça a été très dur dans la presse parce que c'était l'affaire Sarlat. Mais en fait, c'est pas moi. Oui, j'ai déclenché cette enquête, ça c'est vrai. Mais il faut arrêter, j'ai pas le pouvoir de faire virer 3 personnes. Il y a eu 114 témoignages. Pas contre que ces personnes, mais surtout l'agissement du service. Il a conclu de cette enquête, c'est que ils fonctionnent comme s'ils étaient au bar de PMU du coin. Qu'il n'y a aucune notion de ce qui est OK à dire ou pas dire, que le sexisme est partout, enfin, et que le taf pour enlever ça, il va être très long. Et moi, putain, ça m'a fait du bien. Quand même, ça m'a fait du bien. Mais bon, c'est trop tard. C'était resté dans mon milieu. En tout cas, j'étais estampillée comme ça. Et on est en 2023. On est 3 ans après la sortie de cet article. Moi, il n'y a que 2 journalistes qui ont continué de me parler après.
Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, tu vois, là, typiquement, on est à Roland-Garros, donc on est les 2 diffuseurs, donc je croise mes anciens collègues tous les jours, mes anciens patrons et tout. Bon, il y en a effectivement à qui je ne dirai jamais bonjour, mais il y en a, tu vois, maintenant, on est 3 ans après, on peut en rediscuter plus calmement et tranquillement, qui, finalement, après, derrière, il y a eu aussi tous les témoignages, donc ils se sont un peu apaisés et ils comprennent. Mais c'est particulier comme truc, parce que comme tout n'est pas tout noir et tout blanc, c'est difficile. Il y a eu que des choses par médias interposés. Mais bon, c'est fait. Je représente ce truc-là dans mon milieu et c'est pas grave. Enfin, et je te dis, par rapport à mes filles, je me dirais j'ai fait quelque chose. T'as eu l'occasion et tu l'as prise. Exactement. À quel moment cette première partie de ta vie, elle se termine, entre guillemets? À quel moment, toi, tu imagines qu'elle se termine et à quel moment la deuxième partie commence? Franchement, je pense 2018 quand je pars de France Télé. Okay. Parce que vraiment, je sais que c'est un énorme pivot dans ma carrière. Je suis honnête, je dis au revoir à un CDI à la télé. Donc, en étant à France Télé, où tu te fais pas virer, tu restes toute ta vie là, j'aurais pu tranquillement progresser. Mais c'était pas ma vie, c'était pas fait pour moi. Moi, j'ai besoin d'autre chose, j'avais plein de projets en tête, j'ai plein de créativité. Donc, la deuxième partie, elle a pu commencer. Et vraiment, j'ai cette sensation, pour tous les gens qui se posent ces questions-là, des fois, est-ce qu'il faut faire le jump? J'ai eu la sensation que le brouillard dans ma tête se levait le jour où j'ai dit je pars. D'un coup, toute ma créativité, tout ce que je me disais n'était pas possible, toutes mes limitations que je m'étais mises moi-même, mes croyances limitantes, et bien boum, elles avaient explosé. Maintenant, j'avais carte blanche et je pouvais faire ce que je voulais. Alors par contre, je savais pas ce que je voulais faire. Donc ça peut être très flippant pour plein de gens. Je pense que les États-Unis m'ont ouvert sur ça et mes parents aussi m'ont toujours donné confiance, m'ont toujours dit tu vas t'en sortir, ça va aller, l'avenir est beau et positif. Quand tu grandis avec ça, quand même, t'as plus de facilité à te dire je vais y arriver. Mais il faut le faire, il faut se donner les moyens de le faire et jamais je regretterai. Et donc, pour moi, ma deuxième partie de vie, elle est tellement plus intéressante. Il se passe quoi dans ta deuxième partie de vie? On est en plein dedans, dis-moi. On est en plein temps, oui, ça fait 5 ans. Donc, bon, j'ai 3 enfants pendant cette période. Donc, vous savez que ça a commencé lentement. Enfin, ou en tout cas, au niveau professionnel, je parle. Mais ça a aussi changé ma vie, mes enfants. Aujourd'hui, si j'ai ce podcast et j'en vis de ce podcast, c'est parce que j'ai eu mes enfants. Aujourd'hui, on m'arrête tous les jours dans la rue pour me dire ah, mais c'est vous qui faites le podcast à Matrescence, merci. Hier, j'allais à un cours de sport sur le vélo. Ah, mais t'es Clémentine Sarah. Et tu vois, aujourd'hui, on me reconnaît jamais de la télé. Jamais, jamais. Par contre, mon podcast, tous les jours. Et ça, c'est une de mes plus grandes fiertés quand même. La matrescence, ça veut dire quoi? Moi, tu me l'as expliqué, mais je le connaissais pas, ce terme. J'imagine. Aujourd'hui, c'est presque une institution. J'ai plein de copines de ma femme qui me disent Clémentine Sarah, tu la connais? J'ai des discussions où il y a eu des éloges sur toi et rien à voir avec la télévision, pour le coup, mais vraiment. Non, je sais. Que la matrescence. C'est quoi la matrescence? Alors, la matrescence, c'est la contraction, c'est un mot américain. Donc, c'est maternité et adolescence. Donc, c'est la contraction, c'est 2 mots. Et en anglais, ça se dit pareil. Donc, matrescence en français, en anglais. C'est une anthropologue américaine dans les années 70 qui l'a créé, ce mot. Et ça explique, en fait, tous les changements que tu peux avoir quand tu deviens mère et parent par extension, parce que la patrescence, ça existe aussi. Mais on se concentre sur les mères juste parce qu'on a des changements biologiques, physiologiques, neurobiologiques qui sont très, très forts et sociétaux aussi. Parce qu'en fait, on change de posture quand on devient mère, ou parent en général. Et en fait, dans la vie d'une femme, on a plusieurs choses. On a la ménarche, donc c'est quand on a nos règles. On a la matrescence, si oui ou non on devient mère. Et on a la ménopause, tu vois, les 3 M. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on parle jamais du fait de devenir mère. Ou en fait, on en parle en mode c'est normal. Oui, voilà, un truc mais attends, mais les gars, c'est un bouleversement immense dans la vie d'une femme ou d'un homme. Aujourd'hui, on en parle beaucoup plus de la paternité, et tant mieux, et d'un couple. Et tu te dis, mais comment on a pu faire croire à notre génération, en tout cas, qu'on peut bosser, élever nos enfants, et que tout est facile? Non, mais truc de ouf, en fait. Moi, j'ai pris une claque, un tourbillon dans la gueule. Et donc, quand j'ai découvert ce mot-là en anglais, je me suis rendu compte que personne ne le connaissait en français. Et à quel point il m'avait enlevé de la culpabilité de me dire je suis normale, en fait. Tous ces changements-là, ils sont normaux, on n'en parle juste pas. Et donc, je me suis dit, je vais créer un podcast là-dessus. Et c'était en mars 2019. Et aujourd'hui, on est en juin 2023 et je m'éclate. Il y a tellement de sujets à aborder. Ton podcast aujourd'hui, dans ta deuxième partie de vie, entre guillemets, ça a une place giga importante, plus que la télévision.
Oui, aussi parce que ça me permet, je peux le faire depuis la maison, donc ça me permet d'avoir un rythme de vie qui est très adapté à mes enfants, qui sont toutes petites. Parce que aussi, finalement, c'est tous mes questionnements en tant que mère, en tant que femme, en tant que parent. Moi, je suis curieuse, tu vois, t'as compris, je pose des questions tout le temps, je suis intéressée par tout. Mais grâce à ça, je réponds à plein de mes questions. Ce podcast, à la base, il est fait pour moi. Hein. Je suis hyper transparente. Je me pose une question, ok, quel est le spécialiste qui peut répondre à ma question ? Ce qui est une excellente démarche finalement, parce que toi, ça te permet de répondre à ta question, de donner de la valeur aux gens, d'expliquer certaines choses. Moi, j'adore. Comme un journaliste en fait. Exactement. Tu vois. Ah non, mais c'est sûr. Tu vois, quand je savais pas ce que j'allais faire quand je suis partie de France Télé, je savais quand même qu'au fond de moi, j'avais des immenses capacités, que j'avais plein de choses que je savais faire. Il fallait juste que je comprenne comment les mettre en forme et qu'est-ce qui me plaisait. Donc tu vois, finalement, j'ai fait un mix du travail de mes parents en étant journaliste dans le sport. Mais tu vois, je l'ai en moi, cette fille, parce que j'ai continué d'être journaliste. J'aurais pu choisir autre chose dans ma deuxième vie pro. J'aurais pu faire rien à voir et me détacher de ça. Non, parce qu'en fait, c'est qui je suis, c'est ce que j'aime. J'aime transmettre, j'aime faire apprendre, j'aime apprendre. J'aime me dire que j'ai eu un impact dans la vie des gens. Être maman, en couple, avec tout ce que ça se passe, avec tout ce que ça comporte, comment ça se passe pour toi à ce moment-là ? À ce moment-là, c'est chaud. Ouais, non. Ça aussi, tu vois, je découvre que devenir parent pour le couple, on m'a jamais prévenu. Je pense que, en fait, il y a une sorte de fait, tu verras, mais personne ne veut véritablement expliquer. Ou c'est comme je pense que c'est comme l'accouchement avec les femmes, c'est merveilleux. Pas pour tout le monde, pas tout le temps, pas de la même manière. C'est ultra personnel, mais il y a ce truc une sorte de langue de bois. Ah, mais clairement. De comment. Mais tu vois, on va pas se mentir, ce sont des milieux de femmes. Comment on a tué la parole des femmes, comment on ne les éduque pas autour de ces questions qui sont mais primordiales. C'est-à-dire que quand tu décides de faire un enfant quand t'es une femme, ça va impacter toute ta vie. Moi, j'ai accouché 2 fois à la maison. Pour moi, c'était merveilleux mes accouchements. Pas mon premier, de ma grande, parce que j'ai accouché à l'hôpital en ayant 0 connaissance. Mais 2 accouchements à la maison, mais c'est les moments les plus puissants de ma vie. Enfin, c'est un truc de malade, l'accouchement à la maison. Mais pourquoi ? Parce que j'ai eu des connaissances hyper pointues et c'est devenu, et je l'ai vu comme autre chose. J'ai changé mon regard, mon approche sur l'accouchement. Aujourd'hui, en France, on te dit l'accouchement, c'est horrible, il faut mettre la péri, ça peut être un moment très dur, ou on te dit c'est le plus beau jour de la vie, mais on t'a pas expliqué comment ça peut être le plus beau jour de ta vie. Enfin, en fait, on te donne pas du tout les bonnes infos. Donc ça, dans mon podcast, je le fais et je sais que ça, aujourd'hui, allez, tous les 3 jours, j'ai une femme qui me dit « Grâce à toi, j'ai accouché de telle manière comme je voulais, je me suis fait respecter » ou « J'ai accouché à la maison », alors que c'est ultra minoritaire en France. Et je suis contente parce qu'en fait, tu reprends beaucoup de pouvoir quand tu choisis ton accouchement. Vraiment, ça on n'en parle pas, mais l'accouchement en France, quand ça se passe mal, c'est un traumatisme comme quelqu'un qui va à la guerre. Hein. Donc, on est sur les mêmes mécanismes de traumatisme. Tu te rends compte ? Enfin, sur le lien avec le bébé, sur ton couple, mais ça a un impact immense. Et le nombre de femmes qui sont traumatisées à l'accouchement, mais on leur dit oui, mais votre bébé il va bien. Oui, mais moi je reste un être humain. En fait. Pourquoi on me prend pas en compte ? Donc tu vois, ce truc d'éduquer les gens et les femmes en particulier, c'est aussi ça que j'ai voulu faire dans le podcast, parce que on n'en parle pas assez. Et sur le couple, t'as cette idéalisation de la vie de famille, c'est le but ultime, c'est génial. Ouais, mais en fait, on est la première génération, soyons très honnêtes, qui voulons cartonner au travail, avoir une vie de famille adaptée et pouvoir avoir la même liberté que nos mecs. Est-ce que la réalité, c'est ça ? Non. Donc, c'est très complexe parce que du coup, vous êtes aussi des hommes qui avez grandi avec des pères qui n'ont pas forcément été présents dans les tâches de la petite enfance, donc vous n'avez pas vraiment de modèle. Vous arrivez dans une société où vous savez que les femmes ont vu la même carrière que vous, mais quand vous devenez père, il n'y a pas de congé paternité adapté à ce que ça veut vraiment dire. On vous a jamais dit, quand vous étiez jeune, tu prendras du temps pour tes enfants plus tard, c'est pas grave, tu fais une pause dans ta carrière. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un affrontement, il y a un gros conflit. Il y a conflit entre nous, les femmes, qui nous disons, attends, il y a MeToo qui vient de passer, là, on se déconstruit tous petit à petit. Nous aussi, on veut notre part du gâteau, mais je veux aussi être là pour mes enfants. Il y a un problème en fait, parce que je peux pas tout assumer. Donc qui va devoir rogner sur sa part du gâteau ? C'est les hommes. Sauf que je comprends que c'est dur. Je comprends que c'est un truc où on doit se dire, on fait comment en fait pour trouver cet équilibre ? C'est dur d'avoir des privilèges et de dire, je vais les donner, mais j'aime bien les avoir quand même. Et tu vois, dans mon podcast, j'ai interviewé des hommes qui parlent de ça, et c'est intéressant, franchement. Pour moi, la principale source de problème dans le couple, c'est ça. Enfin, tu veux 2 carrières, tu veux être présente pour tes enfants, mais comment tu fais ? On n'a pas les moyens sociétaux, il faut avoir des moyens financiers pour le faire, il faut que l'autre soit éduqué à ça, mais en fait, si personne n'en parle jamais. Moi,
Il y a un des trucs dont je suis vraiment fière dans ce podcast, c'est qu'il y a 25% d'hommes qui écoutent. Et pourtant, mon podcast, c'est vraiment un podcast qui parle... C'est énorme, ouais. Oui, c'est énorme. C'est une personne sur 4 est un homme. Les questions de parentalité, malheureusement, encore, elles sont pas très investies par les pères. Et parce que j'ai été journaliste à la télé, qu'on m'a vu à la télé sur France 2, et donc je suis estampillée, je fais partie des mecs, en gros... Mais les mecs écoutent grâce à ça. Mais je te jure que c'est vrai. C'est parce que je te connais de la télé, ma femme, elle m'a parlé de ton podcast, donc je veux bien écouter. Ou des femmes qui mettent mon podcast en voiture, très classique. Elles mettent un podcast dans la voiture, comme ça tout le monde écoute. Et le mec, il est obligé un peu d'écouter pendant qu'ils conduisent. Et mais Clémentine Sarlat, je la connais, du rugby, de machin. Et là, oui, écoute ces podcasts. Et voilà, ça marche comme ça. Et du coup, après, j'ai des hommes qui écoutent. Et ça, mais... Je suis trop heureuse parce qu'on a besoin des hommes pour comprendre ça. Mais moi, je me rappelle j'ai un truc qui m'a, lors de mon premier avec ma femme, les rendez-vous, on ne parle pas. Ah, tu veux dire les professionnels de santé? Moi, je sortais des rendez-vous. Je crois que j'ai quasiment fait tous les rendez-vous avec ma femme, tous. Et je sortais et je disais à ma femme, je fais, j'existe, tu vois, genre, je posais des questions, non, ça faisait, alors, genre, et en fait, j'étais un peu vénère quand même, parce que j'essaie d'être un papa qui s'implique sans avoir potentiellement les codes. Et en plus, pour de vrai, alors je suis pas le meilleur des papas ever, pour de vrai. J'ai beaucoup, mais le fait de venir déjà, même, tu sais, on s'en exclut aussi, tu vois. Ah non, mais... Il y a un côté d'exclusion en mode Bien genre, c'est tout pour la maman normal, c'est le centre de l'attention sur ce moment-là et c'est elle qui porte l'enfant. Mais en tant que papa, moi j'étais comme ça. Je venais, je restais comme ça. De toute façon, on me parle pas. On me parle pas. On pose pas la question. Quand je pose des questions, on répond à ma femme. T'es un peu giga surprise. C'est-à-dire que même en tant que papa, si t'as envie d'essayer un moment de bien faire, bah t'es une pièce annexe. Aussi, je trouve que c'est aussi intéressant d'en parler quand t'es papa, quand tu veux y aller. C'est que, pour de vrai, on dit, t'es pas le main subject là. Pour le moment, là, c'est pas toi. T'auras ton moment à toi à jouer. Ce que ton moment à toi à jouer, tu sais plus comment faire ou plus comment aller. Et puis pour de vrai, je crois qu'il n'y a pas de groupe de papas, genre ou très peu. Maintenant t'en as sur les réseaux sociaux, tu vois, il y a des podcasts sur les pères, il y a les groupes de parole hommes, ça existe beaucoup aux US, en France. Ouais, ça commence à arriver fort. En France, c'est chaud. En France. Ça fait partie de la masculinité toxique. On vous parlez pas d'émotions, alors surtout pas des problèmes, on reste en surface. Et avouer on sait pas, parce que mine de rien, la parentalité, ça a toujours été un domaine de femmes. Donc là, vous arrivez dans un domaine où vous n'êtes pas les rois du monde. La société est quand même pas tournée comme ça. Donc c'est chaud pour vous aussi de changer de posture et de vous insérer dans un monde que, comme tu dis, t'as pas les codes, tu connais pas. Nous non plus finalement, mais on nous a appris depuis petite que si, c'est un peu notre taf. Et c'est complexe, je trouve. Et pourquoi j'ai accouché à la maison, je vais pas te mentir, parce que le père, il est ultra impliqué obligatoirement. La sage-femme, elle fait un premier rendez-vous avec toi, elle parle qu'au père. Parce qu'elle sait que si tu es venu, mais parce qu'elle sait que si tu es venu pour accoucher à la maison, elle sait que toi t'es convaincu. Bien sûr. Par contre, elle sait que le père, il est pas convaincu. Donc elle ne se soucie que du père. Pendant l'accouchement, elle te le dit. Si le père il vient pas ou il est pas présent, je fais pas. Elle dit j'ai besoin d'une équipe en fait. Soit tu fais un accouchement solo, mais c'est clair et net. Mais si le père il est pas impliqué, qu'il est là un peu, non, elle fait pas. Mais moi, c'était merveilleux l'équipe parentale qu'on était pour l'accouchement. Ça crée des liens très forts quand même pour le père avec les enfants derrière. Et justement, ça met un pied tu fais partie intégrante du projet de la parentalité. Et je dis pas tout le monde faut accoucher à la maison, c'est pas ça. Mais si les professionnels de santé, ils pouvaient inclure. Mais pendant le Covid, c'était une honte. Les pères, ils n'avaient pas le droit d'aller au rendez-vous, ils n'avaient pas le droit d'aller voir les échographies. Interdit d'accouchement. Non mais comment on fait en fait? Tu vois? On a quand même brisé quelques trucs là qui sont pas normaux. Et moi, mon podcast, j'avoue, je suis extrêmement militante là-dessus pour dénoncer les choses qui vont pas. Et je sais que j'ai beaucoup de professionnels de santé qui écoutent et qui me disent grâce à toi, j'ai changé de regard, des gynécos ou même des anesthésistes alors que j'accouche à la maison, tu vois. Mais j'essaye de faire bouger les codes parce qu'en fait, il y a des vrais savoirs scientifiques sur ces choses-là et qui ont un impact qui est trop fort. Je sais pas si tu le ressens en tant que parent, mais en fait, on construit la société de demain avec nos enfants. L'impact qu'on a sur nos enfants, il est plus fort presque que notre vote. Donc, pourquoi on donne pas les outils aux parents pour comprendre comment on fait? Pour moi, c'est la base et c'est ce que fait mon podcast. Enfin, j'espère. Comment ça se passe? On commence à se rapprocher de la fin de cette première partie du podcast. Comment ça se passe? Parce que là, 3 filles, plein de choses qui se passent pour toi, plein de choses émotionnelles, deuxième partie de vie. Comment ça se passe avec dans mon couple, c'est compliqué, c'est sûr. Déjà, on a un 3e enfant tout de suite après notre 2e, puisque je tombais enceinte 8 mois après l'arrivée de notre 2e. Okay. Et donc, elles ont 17 mois d'écart.
Je ne vous conseille pas de faire ça. Petit tips. Aucun regret aujourd'hui, ma fille, elle est exceptionnelle. Enfin, c'est pas une question de ça, mais c'est vrai que c'est poser la question de la garder ou pas. Je suis très honnête là-dessus et j'aurais jamais de problème à lui en parler. Et au contraire, elle s'appelle June parce qu'on a choisi au mois de juin, il y a 2 ans, là, précisément maintenant, de la garder. Donc, il y a vraiment un truc, on a fait ce choix-là, tu vois, de dire, bah ok, on a une chance immense en France de pouvoir choisir. Et c'est tant mieux parce que c'est très dur d'être parent. Et derrière, notre sage-femme nous avait dit, là, vous allez prendre cher pendant 1 an. Et effectivement, on a pris très cher pendant 1 an. Tu vois, il y a un contexte, tu sors du Covid, on est déjà enfermés, c'est déjà difficile. On enchaîne 3 enfants en 4 ans et demi. On n'a pas fait les choses... on s'est dit, allez, on se met des challenges, tu vois. mais après, au bout de 6 mois, ça devient très compliqué. Et de son côté, du côté du père de mes filles, je pense qu'il y a explosion et lui, il peut plus et on se sépare. Et donc, ça fait plus de 9 mois maintenant. Mais aujourd'hui, ça se passe très bien. On s'entend très bien. Il n'y a pas de problème. Ça a été très compliqué, je vais pas te mentir, pour moi. Et au final, encore une fois, la résilience, on n'a pas tous la même, mais j'avais plusieurs choix. Hein. Soit j'allais crever, enfin, c'est normal, parce qu'avec 3 petites comme ça, et la douleur de la séparation, tout ça. Soit je choisissais de m'en sortir. Et bon, j'ai pas fait ce choix tout de suite, hein. Ce qui n'était pas possible, et c'est normal. On en discutait à ce moment-là, t'as été giga forte. Maintenant, avec du recul, c'est facile de le dire, t'as été giga forte, mais t'as été giga forte. Ouais, moi, je m'en rends pas compte. Moi, je suis hyper impatiente, j'ai l'impression que c'était pas assez vite. Mais parce qu'en attendant, j'étais dans une situation où moi, j'étais très très mal, où je sais que j'étais pas la mère qu'il fallait pour mes enfants. Il y a ça aussi, c'est qu'il y a une chose de ça t'impacte toi, tu vas pas bien, et quand t'es casse-couille avec tes parents ou tes amis, bon, ça va, mais quand c'est avec tes enfants, et que tu vois que tu fais pas ce qu'il faut avec tes enfants, parce que le sous-nombre avec des enfants, c'est très compliqué. 1 pour 3, c'est pour ça que je vous conseille pas. Même 2 pour 3, c'est chaud. Mais du coup, je sais que j'étais pas là. Et en plus, encore plus, moi, j'avais toutes les connaissances. Tu veux, dans mon podcast, j'ai interviewé énormément de pros de la petite enfance. On parle beaucoup d'éducation, de ce qui sont les besoins des enfants, ce qui est idéal. Évidemment qu'on ne peut pas tous faire l'idéal, mais moi, je l'avais dans ma tête. Ouais. Et je voyais que je faisais pas ce qu'il fallait. Et finalement, c'est elles qui m'ont fait me sortir plus vite, de me dire, non, à elles, je leur dois d'être heureuse et d'aller mieux, quoi. Et j'ai réussi, en mois de février, à me changer vraiment d'angle. Et je suis très honnête, j'ai lu un livre qui est génial, américain, qui n'est pas traduit en français, mais qui s'appelle Moms Move On. Et aux US, il y a des coachs de divorce, de séparation, mais il faut, en fait. Je suis désolée, on n'a pas les outils, on ne sait pas faire, donc autant être accompagné. Et elle, il y a une phrase qu'elle dit dans son livre, qui est, donc si je traduis en français, c'est « Aime tes enfants plus que tu détestes ton ex ». Je peux te dire qu'il y a beaucoup de gens qui devraient écouter cette phrase. Elle est ultra forte. Elle est forte de fou. Vraiment, et en fait, ça m'a... belle. Parce que évidemment, quand il y a conflit parental, que tu as le cœur brisé, qu'il y a plein de choses, tu peux ruminer, tu peux partir en spirale là-dessus et toute ta vie avoir de la rancœur. Parce que le temps peut ne pas faire son effet. Si tu fais pas le travail, tu peux toute ta vie ne plus jamais parler au père de tes enfants. Mais quel intérêt, en fait? Et à un moment... Alors, on est d'accord que je parle pas d'une situation de violence, de toxicité, de tout ça. Je parle d'une relation d'adulte où, il y a juste des problèmes d'adultes. Ouais. Et cette phrase, mais je me dis, oui, en fait, oui, déjà, je me sens mal de le détester, ça sert à rien. Je vais pas faire ça toute ma vie, il y a aucun intérêt. C'est quelqu'un de bien quand même. La vie, elle est pas noire ou blanche. On a tous des chemins. Tu vois, j'ai eu de l'empathie aussi pour ça. Et du coup, pour moi. Et en fait, ça a conditionné plein d'autres choses derrière. Et il y a un autre livre que j'ai lu, je vous le recommande, mais 100 fois si vous êtes prêt à faire du travail sur vous-même. J'aime pas le titre français. En anglais, c'est How to do the work. Et en français, c'est Guéris tes blessures, du docteur Nicole Lepera. Ouais, je suis en train de le relire là, tu vois. Je suis dans une deuxième phase où je relis ce livre parce que j'ai besoin de me comprendre à nouveau. Ces livres-là, ils sont exceptionnels. Et c'est grâce à elle, à ces 2 livres qu'aujourd'hui, grâce à moi, mais parce que j'ai lu ces livres-là, on est en juin, mais je vais très bien. Je me sens bien, quoi, tu vois. Et je t'aurais jamais dit ça il y a 5 mois. Tu m'as vu il y a 6 mois. Pas possible. Mais je m'entends très bien avec le père de mes filles. On a trouvé ce qu'il faut pour elle. On est une équipe, en fait. Aujourd'hui, il y a pas ce problème-là. Et j'ai aucune idée de ce que l'avenir réserve, mais je sais qu'on s'entend bien. Donc, c'est le principal. On arrive sur la fin de ce podcast. Ça passe vite. Je pense qu'on aurait pu discuter très... Il y a plein de sujets sur lesquels on pourrait aller. Si des personnes qui nous écoutent devaient retenir
qu'une seule chose de ce qu'ils ont écouté, même, bon, allez, soyons fous, plus qu'une, ce serait quoi pour toi? Prenez des risques. Dans ma vie, j'ai pris des risques. Et j'y suis allée et je savais pas trop à quoi m'attendre et ça allait être dur. Et c'était dur, hein. Quand tu prends des risques, c'est dur derrière. Mais je pense que ça t'apprend la résilience, ça t'apprend le travail, ça te donne d'autres points de vue. Et t'en as besoin. Parce que parfois, on s'enferme trop dans nos propres biais. Donc ça, je pense, c'est un des premiers trucs. Franchement, n'ayez pas peur. Ouais, ça peut être différent. Et alors, est-ce que ça peut pas être bien? Et le deuxième truc, s'écouter. Moi, je pense que je me suis pas écoutée pendant longtemps. Et quand je l'ai fait, quand je te dis que le brouillard il s'est levé de ma tête quand je suis quitté France Télé, mais parce que je me suis écoutée. Ça fait du bien. Et ce qui m'est arrivé dans ma vie de famille, la séparation, j'ai pu avoir du temps pour m'écouter et qu'est-ce que je veux moi maintenant. Parce que la matrescence, c'est ça, c'est ton changement d'identité. Donc t'es qui maintenant que t'es mère? Parce que ça te prend ça te pompe quand même toute ton énergie, ta vie, s'écouter, dire attends, je fais le tri un peu, j'enlève le bruit autour de moi et j'enlève le brouillard de ma tête aussi. C'est une deuxième phase pour avoir une vie où tu te sens bien. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite de tes aventures? Continue de m'écouter. Parce que c'est pas toujours facile, hein. Franchement, même c'est très dur. Et mais non, franchement, aujourd'hui, j'aime ma vie. Enfin, je me sens bien et j'ai juste envie de continuer là où je suis. J'ai plus envie de bifurquer, de faire des 360. Je veux construire sur ça, en fait, sur ces bases-là. Je suis très content de t'avoir eu. Merci beaucoup, Clem, pour ce podcast. Merci à toi. Là, c'est la partie de l'after podcast, comme on dit. C'est la partie un peu plus détente. Même si c'était très détente. Regarde, je suis en ton. On est en mode détente. Mais est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais aimé qu'on aborde plus? Ou un sujet que tu aurais aimé qu'on aborde tout court? Peut-être dans ta pro, dans ton perso. Bon, en fait, le but, c'est que tu puisses repartir avec... zéro regret de trucs que tu aurais aimé dire et tu vas être sur ton vélo tout à l'heure dans ta côte, dans la descente, là c'était la côte. J'aurais dû dire ça comme ça, ou j'aurais dû parler de ça. Imagine-toi là sur ton vélo en train de te dire. Non, j'ai l'impression que j'ai fait que parler, donc j'ai pas l'impression que j'ai. T'as l'impression d'avoir loupé quelque chose, Non, j'ai l'impression que j'ai dit beaucoup. Justement, ça fait longtemps qu'on t'avait pas entendu toi parler de toi. Comment tu te sens avec le fait de ces exercices-là? Si, après, dans mon podcast, je parle moi, mais je le fais vraiment sur un aspect journalistique avec tu vois, des études, des méthodes, des choses qui m'ont vraiment aidée. Mais je parle plus, j'ai plus le temps de répondre à des podcasts, j'ai même plus le temps de faire le mien, tu vois, j'arrivais plus à bosser. Non, mais c'est vrai que quelque chose dont on n'a pas parlé, mais je suis passée d'être journaliste, donc j'ai fait un master de journalisme, à aujourd'hui, je suis entrepreneuse. J'aurais dû faire des études aux US, tu vois. Parce que j'aurais pu certainement étudier ça. Mais quand t'es journaliste, t'as aucune notion de ce que c'est l'entrepreneuriat, de comment on fait. Tu vois, t'as une fiche de paie, tu t'occupes de rien, en fait. Sauf que, non, moi, aujourd'hui, je dois faire du marketing, je dois recruter peut-être des gens, je dois faire trop de métiers en un qui sont pas le mien, où je comprends rien, d'ailleurs. Je dois faire de la compta. Quel enfer. Faut prendre une assistante pour gérer ça. Oui, c'est pour ça y est, grâce à toi, ça y est. Mais tu vois, ça a été un gros apprentissage et une grosse adaptation dans ma vie. Je pense que tout le monde ne peut pas le faire, d'aller vers ce type de métier. Mais je pense qu'au fond de moi, j'avais toujours eu envie. J'ai eu un père qui m'a toujours dit, même si était journaliste, il était patron, il m'a dit « Clem, c'est bien d'être patron, de faire comme on a envie ». Et ça m'a toujours trotté. Et tu vois, quand je dis petite, j'étais toujours la leader, je voulais toujours faire les trucs, proposer. C'est clairement mon caractère. Donc je pense que ça me va bien d'avoir une entreprise, mais de pouvoir continuer à être journaliste. Parce que là, en termes de curiosité, on est au max, hein, je pense encore. L'entrepreneuriat, il y a trop... Ah mais grave. T'es curieuse par obligation. En plus, là, il y a des moments, t'es obligé au moins de comprendre le sujet. Cette vie d'entrepreneur, comment toi tu la vis? Mais trop bien, mais parce que pour le coup, quand t'as des enfants tout petits, je sais pas comment j'aurais pu gérer une vie de salarié avec des enfants de mon âge. Je pense que j'aurais dû arrêter de travailler en fait, avec autant d'enfants aussi petits, vu que j'en ai 3. Alors que là, l'entrepreneuriat,
que j'ai démarré par hasard et où j'aurais jamais pensé que mon podcast me ferait vivre, bah ça me permet une liberté qui est incroyable, qui fait que je peux élever mes enfants. Je vais les chercher à 17h tous les jours. Je travaille pas le week-end. Si j'ai envie de prendre mon mercredi, je prends mon mercredi. Je peux dire, il y a des semaines, je travaille pas beaucoup, parce que j'emmène mes enfants à tous leurs rendez-vous médicaux, trucs. Je vois très bien ce que c'est. Je l'ai fait pendant 2 ans. Mais bien sûr. Mais allez, je me dis, ça va durer combien de temps? Pas si longtemps, elles sont petites, mes filles. Donc il y a un moment, évidemment, ça va se calmer et il n'y aura plus des maladies toutes les 3 minutes. Et tu vois, j'ai aussi accepté ça. L'entrepreneuriat te permet de dire, ok, j'ai des objectifs, mais je peux aussi me dire, parce que j'ai un business model qui fait que je peux m'en sortir. Je sais que c'est pas aussi simple que ça. Mais moi, en tout cas, dans ma config familiale et pro, mais c'est parfait, en fait. On a eu une invitée, pour pas la citer, qui justement était dans cette configuration de maman célibataire avec des enfants, qui elle disait un peu ce que tu disais, qu'elle a la capacité à se faire aider, parce qu'en fait, moi mes enfants sont un peu plus grands que les tiens. Les bobos, il y en a quand même après. Je suis désolé de te le dire. Il y a plus des petites maladies toutes les 3 minutes. Les rendez-vous tout le temps, toutes les semaines, pour peu qu'ils aient un rendez-vous chez l'orthophoniste ou chez le truc, donc ça rentre dans la balance. Moi, j'ai énormément de chance. On est deux. Moi, je suis entrepreneur. Aujourd'hui, ma femme, en plus, on a la chance qu'elle puisse prendre ce temps avec les enfants dans une période de notre vie qui n'a pas du tout été le cas. Il y a un moment où c'était moi, pendant 2 ans, qui faisais le tampon, en même temps d'être entrepreneur, d'aller chercher les enfants à 16h30, où je me disais, j'étais certain d'avoir eu du temps pour développer mon activité. Non, tu commenceras à 9h et tu t'arrêteras quasiment tous les jours à 16h30. J'étais en mode frustration de l'extrême. C'est sûr. C'était excessivement dur. Mais à 2, on peut faire du switch. Toi, sur le plus long terme, tu dois te faire aider par exemple avec des nounous, avec des gens jeunes qui filles au père. des jeunes filles au père. Après, ok, je suis seule, mais on est en garde partagée, donc 50% du temps, je n'ai pas mes enfants. Donc là, par contre, ça me laisse un temps incroyable, que je ne connaîtrais pas, même si on n'était pas séparés d'ailleurs. Du coup, je bosse jusqu'à 19h des fois, je fais des choses. Si j'étais pas en garde partagée, ça serait l'enfer. Enfin, d'ailleurs, ça a été le cas au début et c'était pas compatible. 3 enfants de ces âges-là, c'est pas possible. Là, on a retrouvé une équipe et je pense que c'est pour ça que ça se passe très bien ensemble et qu'avec leur papa, pour moi, on est une équipe, vraiment. Et c'est cool. Et je pense que c'est comme ça que ça devrait se passer. On en avait parlé, je t'avais dit quand j'étais steward. Moi, ce que disaient les. Parce que dans cette population-là, c'est souvent les pilotes et les copilotes qui sont plus divorcés que les stewards. Et qui disaient qu'il y avait cette fameuse phrase qui me faisait rire. Il fait, pour de vrai, la vie de rêve, c'est quand tu es séparé de la maman et que tu as ton temps à toi avec tes enfants. Après, tu es libre. Après, tu repars. Moi, c'est pas ma vie de rêve. Non, mais moi, c'est pas ma vie de rêve. Mais il disait qu'il y avait quand même un avantage. En fait, je pense que tu es obligé à un moment de te dire, j'ai pas mes enfants, c'est très très dur, faut pas se mentir. Ouais, moi, j'ai des bébés, c'est très très dur. Mais tu dis, ok, je peux pas passer ma vie à me dire c'est horrible. Bon, bah, qu'est-ce que je vais faire ça? Je vais prendre ce temps-là pour moi. Donc, tu changes ton point de vue, en fait. En changeant ton point de vue, oui, tu peux arriver à se dire, en fait, c'est cool. Je pense déjà quand tu as des enfants un peu plus grands, c'est plus facile de dire ça. Et puis, oui, c'est aussi une question de point de vue de te dire, je peux te dire, c'était dur au début, quand j'avais pas mes enfants. Maintenant, j'ai retrouvé une vie où j'ai un équilibre, où je peux aller voir mes copines, je vais au sport, j'occupe mon temps pour faire des choses pour moi. Ou des fois, je fais rien. Très agréable aussi le silence. Il y a des fois, je sais plus ce que c'est le silence. Vraiment, tu te mets dans le silence? Ah mais grave. C'est vrai? Oui. Je suis pas sûre d'arriver à faire ça, moi. Me mettre dans le total silence. Ah mais si, ça fait du bien. Je me mets dehors, je lis un livre, il y a pas de distraction sonore. D'ailleurs, avant, j'avais beaucoup de distractions sonores en écoutant des podcasts pour arrêter de penser. C'est normal, tu vois, quand c'était en dur. Et il y a un moment, je dis, stop, j'arrête les podcasts, je vais lire dans le silence. Et ça fait mal, hein. Au début, c'est compliqué. Ah c'est dur, hein. Mais je sais très bien que si j'avais pas fait ça, je te parlerais pas avec le sourire et je te parlerais pas aussi tranquillement de ma vie, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui maintenant dans ta nouvelle vie de femme? Que là, c'est une autre vie, entre guillemets. Ouais. Comment tu la vois? Ce qui est cool, c'est que c'était un peu comme une matrescence, encore une fois, tu vois, même ce 3e enfant, parce que c'est un gros chamboulement. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que je me suis bien retrouvée, que je sais qui je suis. Tu vois, je sors aussi de la toute petite enfance de mes enfants. C'est dur, la toute petite enfance. Ma dernière, elle a 15 mois. Ça fait du bien, tu vois. Il y a plus d'autonomie, il y a plus de... T'as plus un bébé collé à toi qui dépend de toi pour survivre. Bon, toujours, on est d'accord, mais
pas dans les mêmes dimensions. Donc j'ai retrouvé de l'espace pour moi, pour mon corps. Je fais beaucoup de sport. C'était très important pour moi, j'en faisais plus. Quand t'es enceinte 17 mois d'affilée, enfin un peu moins, pardon, je fais 18, 9, oui, quasiment. Ton corps, c'est plus ton corps en fait, il t'appartient plus. Donc là, ça fait du bien en fait d'être dans cette haute phase de ma vie. Mais moi, je savais que ça allait arriver cette phase-là. Ouais, j'étais dans le dur avant, mais indépendamment de tout ce qui m'est arrivé dans ma vie privée, et juste 3 enfants de ces âges-là, évidemment que tu sais qu'à un moment, va falloir prendre son mal en patience. Et non, aujourd'hui, je me sens trop bien. Et je sais à quel point c'est important pour mes filles que moi, j'aille bien. Je sais ce que c'est. C'est quelque chose que tout le monde m'a dit, et particulièrement mon père, qui a perdu son papa quand il avait 6 ans, et qui a vu sa maman, ma grand-mère, être... elle a porté le noir pendant 10 ans, elle ne s'est jamais remariée, et, voilà, elle a vraiment porté le deuil très longtemps. Et mon père, il me disait, tu sais, moi, quand j'étais petit, ma principale préoccupation, c'était de savoir si ma mère, elle allait bien. Et ça m'a marqué qu'il m'ait dit ça, parce qu'il m'a dit, il faut que toi, tu sois heureuse, peu importe les conditions, pour que tes filles, elles se sentent pas responsables de ton bonheur, en fait. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment, quand j'allais très mal, je voyais que je faisais pas ce qu'il fallait avec mes filles et qu'elles étaient paniquées à l'idée que j'aille pas bien, mais en même temps, t'es pris dans le tourbillon, c'est dur, hein, tu peux pas... Ouais. C'est normal, tu vois, il faut un peu de... C'était quelques mois, c'est pas resté 10 ans comme, tu vois, mon père avec sa mère. Mais ça m'a marqué parce que... Ouais, pour tes enfants, être heureux, en fait, c'est ton devoir aussi, quelque part. Et c'est important. En tant qu'entrepreneur, la suite, c'est quoi pour toi? Je sais pas, tu vas me dire, c'est toi qui m'aides. Mais qu'est-ce que de quoi t'as Non, vraiment, pour le coup, quand je te dis que pour moi, j'ai les bases de ma vie qui sont trop bien, et maintenant, je veux construire dessus, parce que, si tu veux, depuis 3 ans, j'ai fait comme j'ai pu, c'était que du rafistolage. Là, aujourd'hui, j'ai juste envie de pouvoir... Je sais que je tiens un truc incroyable entre les mains qui est la matrescence, et je l'ai jamais exploité à même pas 50% de sa capacité. Donc, je voudrais me dire... cette aventure-là, je l'ai créée, je me la suis construite toute seule. C'était pas du tout le but au début, mais aujourd'hui, voilà, j'ai un objectif, je sais ce que je veux avec et je veux faire ci, ça. Voilà. La matrescence à 100%, ça ressemble à quoi? Je suis pas sûre de vouloir le faire à 100%. Okay. Pour le coup, j'ai vraiment... Tu vois, en tout cas, à 100% de l'objectif que toi, tu as en tête. De sa capacité. Ouais. De toi, ce que tu imagines. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à... J'ai des épisodes d'avance, tu vois, parce que je suis toujours un peu dans le... Non, mais c'est vrai, et j'ai le temps, moi, d'aller chercher vraiment des gens très pertinents, ultra pointus dans leur domaine. Il y a tellement de sujets à aborder là-dessus. Et ce que j'arrive de plus en plus à faire, parce que j'ai quelqu'un qui m'aide maintenant, qui m'accompagne grâce à toi, et tu m'as chauffé pour le faire. Donc pour moi, c'est de pouvoir continuer d'aider les gens, d'avoir un impact et d'aller encore plus loin là-dedans, en fait. Donc ça veut dire que, avec un peu... J'ai envie d'aller sur le sujet rapidement, sur ce côté anglophone. Ouais. Il y aurait un truc à faire. Mais je sais bien, mais en France, on n'est pas les meilleurs en anglais, tu vois. Mais t'as vu avec YouTube qui est en train d'arriver, là, il y a un nouveau truc qui est en train d'arriver où tu vas pouvoir mettre du langage dessus, audio. Oui, tu fais une voix audio, ouais. Ouais, non, mais clairement, non, mais bien sûr, moi... Alors moi, je peux te dire, j'ai déjà ma liste des gens que je sais que je vais interviewer. C'est pour ça. Je me dis, imaginons, allons à la matrescence. Ah oui, bien sûr. Avec sur des... Non, mais clairement, j'aimerais pouvoir le développer à l'international et français, être une référence. Ouais, où je le fais en anglais et les gens ont la trad. Ouais. Je sais que j'ai une approche hyper différente et de plein d'autres... podcast par rapport à la parentalité, parce que j'ai une vraie vision. Ouais. J'ai une expertise aussi, de plus en plus. J'ai une expérience, et ça fait partie du métier de journaliste, mais moi je lis, mais énormément. J'écoute énormément, je m'instruis énormément, que ce soit des articles scientifiques, que ce soit des livres, que ce soit des podcasts. Donc je fais ce travail-là de fond pour pouvoir après le ressortir, que ce soit digérable et entendable pour n'importe qui n'est pas familier avec le sujet. Quand je te dis que pour moi, en tant que parent, on a une responsabilité immense, c'est réel en fait. Enfin, la société de demain, elle vient pas que parce qu'on a des bons profs ou on a voté pour des gens. Déjà, si on pouvait, personnellement, c'est une vraie ambition de ma part d'aider les gens à arrêter de taper leurs enfants. C'est un truc qui est horrible, mais en France, c'est 80% des gens qui le font. Et aujourd'hui, on sait que les études, c'est pas une façon d'éduquer les enfants. On fait comme on peut, on a appris comme ça. Mais si je peux au moins faire passer le mot que y a d'autres solutions que de taper ses enfants. Juste ça, même pas juste dans l'éducation positive ou bienveillante, mais juste arrêter de taper les enfants, arrêter de mettre des tapes, arrêter de tirer les cheveux, tirer les oreilles. Rien que ça. Enfin, déjà, j'ai gagné en fait. Parce que le monde, il sera meilleur.
Ça a beaucoup changé. Moi, c'est un sujet qui me touche particulièrement. Je sais pas si tu as vu, j'en parle dans ma conf, je crois que tu connais pas. Non. Ce sujet-là, moi, c'est un sujet où moi, je me suis fait défoncer quand j'étais petit. Mais on défonçait, niveau expert. Et moi, on a souvent ce débat-là. Il y a souvent un truc en mode où on dit qu'on reproduit. Et moi, quand j'étais petit, j'avais ce truc-là alors pas petit, mais en étant adulte, je comprenais pas cette notion de comment tu peux reproduire un truc que tu as potentiellement ultra détesté. Moi, j'ai même ne serait-ce que jamais mis une claque à aucun de mes enfants, ce qui est très... Ça aurait pu être un schéma facile à prendre. Oui, bien sûr. Je suis limite un peu, je dirais pas, je comprends pas, mais je me dis comment tu peux limite faire genre subir ça à quelqu'un. Parce que tu as déjà entendu quelqu'un qui t'a dit j'ai pris une claque, j'en suis pas mort. Oui, mais tout le monde en fait. Genre, non, moi, j'ai pas été élevée dans la violence, j'ai jamais été tapée. Plein de gens qui disent, qui banalisent ce truc-là. Bien sûr. Comment tu fais? Tu justifies en banalisant, donc tu reproduis. Parce que arriver à contrôler ses émotions, c'est pas quelque chose qu'on t'apprend au lycée, c'est pas quelque chose qu'on t'apprend dans la vie. Pourtant, c'est une des bases des outils que tu devrais avoir dans la vie. Et moi, pour avoir été seule avec 3 enfants, ça te pousse loin quand même. Et si j'avais été tapée quand j'étais petite, je pense que j'aurais pu taper. Parce qu'évidemment, je l'ai jamais fait. Ouais, bien sûr. Mais je peux comprendre quand t'es poussée à bout, quand t'as pas dormi. Mais sauf que si c'est pas quelque chose que le gouvernement ne le fait pas, on fait pas ce taf-là, et on continue de banaliser la violence, on continue de dire qu'une claque, c'est pas grave, que ça n'a pas d'importance, que j'en suis pas mort, que machin... Ben non, en fait, ça a des vraies répercussions et on le sait aujourd'hui scientifiquement. C'est même pas un courant d'éducation de machin. Non, il y a des preuves scientifiques. Et la violence appelle la violence. Donc pourquoi est-ce qu'on considère que taper un enfant, c'est normal, en fait? Enfin, je vois pas, c'est un être humain. Voilà. Il y a même des parents qui tapent leurs enfants pour leur dire d'arrêter de taper. Non, mais bien sûr. Mais après, aujourd'hui, j'arrive aussi à avoir du recul et me dire, je peux comprendre ces parents-là. Ils sont élevés dans la violence. La société... T'as déjà regardé Nanny, Super Nanny, je sais pas quoi, là sur M6, tu vois la nounou je vois des images, est-ce que tu regardes? Bon ben voilà, si c'est ça ton schéma d'éducation et que t'as regardé ça à la télé, bah évidemment, elle punit, elle prend, on isole. Voilà, ce n'est pas ma vision de l'éducation. Aux États-Unis, ce que j'ai vu, c'était pas du tout ça non plus. Et tu vois, j'ai eu 2 visions de la famille qui fonctionnaient différemment, mais personne tapait, personne criait. Ben, ça marche en fait, les gars. Enfin, il y a un moment, faut être très honnête. On n'a pas des parents parfaits, personne. Mais déjà, arrêtons de taper. Et ça, c'est une de mes grosses missions, je le revendique et je le dis. Mais il faut arrêter de culpabiliser le parent, évidemment, mais il faut donner des outils, en fait. Et si tu donnes pas des outils, tu peux pas dire aux gens arrête de taper. C'est un gros sujet. Ma femme m'en parle souvent. Elle me fait attends, mais pourquoi tu vas jamais sur ces sujets-là? Parce que moi, pour le coup, directement pendant des années et des années et des années. Donc, moi, si je prends mon point de vue à moi, je me dis ça a tellement été relou, tu vois, j'ai plus envie d'y retourner. C'est dans ces sujets, tu vois, en mode genre, ah oui, c'est bon, c'est loin, genre. Ouais, mais sauf que t'imagines à quel point c'est ancré, malheureusement, et qu'on doit encore en parler aujourd'hui. Il y a une vraie problématique autour du bien-être des enfants. Comment on considère un enfant dans notre société? C'est problématique. On considère ça comme une nuisance, un enfant. Non, mais tu vois, alors que c'est pas une nuisance. Enfin, tu sais, quand tes parents, c'est chaud. Ben non, un enfant, vas-y... mettons-les dans des bonnes conditions pour qu'ils grandissent en étant des adultes qui ont été respectés enfants. Donc ils vont respecter ensuite le reste du monde. Alors on va te sortir, oui, mais il faut leur mettre des limites, l'éducation bienveillante. Non, mais en fait, vous n'avez pas compris. Il y a un cadre dans l'éducation bienveillante et positive. On considère l'enfant en face de nous. Et ça... Que s'il comprend pas, il comprend pas plus vite si on le tape. Non, non, ou si on le punit, ou si on l'isole, ou si on lui fout la honte, parce que tu vois, quand on parle de violence éducative ordinaire, mais on est tous coupables de violence éducative ordinaire, mais moi la première. Mais quand tu commences juste à détricoter, à comprendre ces schémas-là, pourquoi je lui fous la honte? Pourquoi je suis énervée qu'elle fasse ça? Qu'est-ce qu'elle vient toucher en moi? Et tu vois, on n'en a pas du tout parlé, mais ça, on peut en parler là. Il y a eu des moments où j'étais très borderline avec mes enfants, et j'ai dû prendre des décisions très claires où je pouvais plus m'en occuper comme il fallait parce qu'elles me déclenchaient trop, j'étais trop fatiguée. Là, c'est aussi pour ça que j'ai fait ce travail sur moi. Pourquoi elle me déclenche? Pourquoi là, je suis complètement énervée? Pourquoi je suis à 2 doigts de péter les plombs? Ok, je dors pas depuis longtemps. Donc c'est un vrai sujet. Un vrai sujet. Mais qu'est-ce que ça renvoie en moi, en fait? Pourquoi j'ai cette violence-là en moi, alors que c'est un tout petit de 2 ans ou une petite de 5? Enfin, qu'est-ce qui fait que j'ai envie de ça? C'est pas normal. Surtout moi, avec tout ce que je fais comme travail. Si on ne donne pas les clés aux gens pour s'éduquer là-dessus et comprendre leur état émotionnel, leur système nerveux, leur état de stress permanent, la société dans laquelle on vit qui est stressante et donc pas adaptée aux enfants, évidemment que taper, c'est plus facile. Ou punir, ou crier, ou on se décharge de nous de nos émotions, donc c'est plus facile. Sauf que l'enfant en face, il n'a pas nos capacités de comprendre que c'est pas de sa faute.
Donc tu vois, pour moi, ce podcast-là, j'essaie de le faire passer en douce ces sujets-là, parce que c'est très clivant, ça touche c'est dur, tu vois, je me prends dans la gueule des fois des trucs où je fais culpabiliser les gens. Mais en fait, le plus important, c'est qu'on défende un peu les enfants aussi. Mais ton image du droit de vote avec les enfants, je trouve qu'elle est magique. Elle représente tout ce que ça représente en fait, de faire le bon choix entre guillemets, ou en tout cas d'avoir les bonnes idées, la bonne vision de où est-ce que ça peut nous mener en se comportant dans une direction qui soit bénéfique à tout le monde. Oui, bien sûr, exactement. Et c'est relations par enfant. Hein. Enfin, quand tu te sens apaisé avec tes enfants et qu'ils te déclenchent pas, c'est que toi t'es bien aussi. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Mais toi, t'as fait un travail pour toi-même pour ne pas taper, en fait. C'est pas que parce que ça t'a saoulé. C'est que tu as su aussi dire ça sera pas moi ça. Ouais, et puis je trouve l'apprentissage, il n'a pas été ça n'a pas été entre guillemets, je me suis pas dit ça a servi à quelque chose quoi. Tu vois, il y a pas eu un moment parce que je connais des gens qui ont dit un peu comme tu disais oui, bon, ça va, c'est de temps en temps ça remet les idées en place, tu vois. Bah écoute, moi je les ai pas je pense que ça les a pas remis en place, voire peut-être même pire, ça les a amenés en disant si tu es capable de subir ça, pour de vrai, tu peux tout encaisser. Ouais, oui, mais tu vois, ça revient à ce que je disais dans l'éducation à la française, au lycée, où on t'humilie, on te note, tu as pris 2 sur 20 pour t'apprendre la vie. Mais à quel moment on a envie de vivre dans une société qui met ça en valeur, en fait? C'est l'inverse. T'as réussi, il va dire tu peux encore plus réussir. Mais tout ton travail, c'est ça, toi. C'est de développer nos potentiels, c'est d'arriver à casser nos croyances. En grande majorité. Je comprends. Tu vois, on a tous notre pourquoi et d'où ça vient. Mais nous, en tant que parents, on a cette responsabilité-là. Et franchement, c'est dur quand t'es parent que tu te confrontes au système scolaire où les maîtresses, elles punissent, parce que je leur en veux pas, voilà, on leur a appris comme ça. Et que toi, t'es là, mais moi, j'essaye de changer les choses. Comment on fait ensemble? Vous voulez pas écouter mon podcast? Alors, tu vois, moi, par exemple, mes filles qui sont à la crèche, la directrice, elle a écouté mon podcast avant que j'y sois. Donc, je sais qu'on était dans la même ligne. Et c'est trop cool, tu vois. Et on a des discussions trop intéressantes et tout ça. Mais il y a du taf. Et le gouvernement, il fait pas le taf. Donc, heureusement, il y a des podcasts. Heureusement, il y a des podcasts. On va terminer là-dessus. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu veux dire avant qu'on termine? Non, mais tu vois, si on parle juste sur ça, d'excuser, de dire j'en suis pas mort, il y a quelqu'un qui m'a marqué, qui avait une psy que j'ai interviewée qui s'appelle Héloïse Junier. Et elle était en conférence et il y a un papa, un homme qui a dit ça, qui a dit oui, mais ça va, j'en suis pas mort. Et elle lui a dit, elle l'a regardé, elle lui a dit vous savez, je suis désolée que personne vous ait protégé quand vous étiez petit, vous méritiez pas ça. Et personne mérite ça, en fait. Et elle raconte que le monsieur, il a fondu en larmes. Et tu vois, il avait cette mécanisme de défense de dire oui, ça va, j'en suis pas mort. Et en fait, quelqu'un a reconnu, un adulte lui a dit je suis désolée que vous ayez vécu ça, c'était pas normal. Et en fait, on devrait tous faire ça avec d'autres adultes, de valider leurs expériences, de dire je suis désolée que tu aies vécu ça, on n'aurait pas dû te traiter comme ça. La violence, ça sert à rien, l'énervement, ça sert à rien. Oui, on fait tous comme on peut, mais on peut aussi valider dans l'autre sens et dire ou s'excuser nous en tant qu'adultes, j'aurais pas dû te faire ça, je suis désolée. C'est une super phrase de fin, pleine d'émotions. Merci beaucoup, Clem. Je t'aide à te relever. C'est le câlin de point. Merci à toi. C'était trop cool. Merci beaucoup, Clem. Merci d'avoir regardé cet épisode. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de commenter. Merci et on se retrouve au prochain épisode.